à toutes et à tous et bienvenue sur Guildarium, le podcast. Et Très bien. bonjour, bienvenue pour Salut Ludo. ce petit moment entre nous. Ludovic donc de Guildarium, Oui, on est tous les deux à la présentation. Ce soir, on a l'honneur en tout cas d'ouvrir les hostilités, si je puis dire, pour ce premier numéro de Guildarium, le podcast. On a aussi Thomas du Zoétrope, de Blaye, le cinéma. Salut Thomas. Oui, salut. Salut Alexandre. Et Bonjour à tous. on a aussi Jérôme, qui est un fan, un joueur, un peintre de Warhammer 40K. Salut Jérôme. Eh bien, bonjour à tout le monde. Alors, pas mal de trucs ce soir. Donc, en effet, on va parler cinéma, on va parler jeux dans quelques minutes avec Jérôme donc pour Warhammer. Nous allons aussi inviter une association qui s'appelle le Lab, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment avec la First Lego League. Mais d'abord, on va parler de Guildarium. Pourquoi cette idée, Ludovic, d'ouvrir et de créer un podcast? alors c'était une demande de certaines personnes puisque grâce au Grand Cube Zaguet, on a le matériel, voilà, qu'on remercie puisqu'ils nous prêtent le matériel de la récré. Donc en fait, plusieurs personnes nous ont demandé de faire un podcast, est-ce qu'il était possible, on a fait des ateliers autour de ça. Et on s'est dit pourquoi pas se lancer. Donc là, le but en fait de ce podcast, c'est de présenter ce que nous faisons ensemble et d'avoir des gens qui peuvent venir essayer le rôle de chroniqueur, comme on va avoir ce soir avec Jérôme et avec Thomas, et faire un petit article sur quelque chose qui les tient à cœur. Alors moi, ça fait quelques semaines, mois, que je fais partie de l'association Guildarium. C'est donc une association pour favoriser un peu les rencontres autour du jeu de société. Tu peux nous parler un peu de cette association, le cœur, le moteur en ce moment? Alors, le cœur de cette association, de toute façon, c'est déjà en premier les bénévoles. Tout adhérent de l'association amène son petit lot, puisque nous avons des spécialistes de jeux de rôle, de jeux de société, de jeux vidéo aussi, hein. Là, Jérôme, qui va discuter avec nous, lui, fait du jeu de figurines, qu'il va présenter après. Voilà, le cœur de cette association, c'est vraiment ses adhérents et ses bénévoles qui apporte un petit lien et une découverte souvent de jeux ou de, euh, de choses ludiques. Et avec donc les rendez-vous du vendredi soir qui sont dans la pièce juste à côté, juste derrière nous, là où on est, donc où on joue aux jeux de Oui. société. Ça c'est le rendez-vous. Et ensuite, il y a la préparation des différents festivals qui vont avoir lieu dans l'année, notamment le Geek Bordeaux Festival en mai. Oui, alors oui, parce que nous sommes invités à tenir des stands régulièrement. On a tenu des stands, par exemple, avec les EVS, comme le VS à l'assaut, voilà, où on a participé chez eux à la fête du jeu et on y reparticipe cette année. Où d'ailleurs, cette année, on va proposer du trollball. Voilà. C'est un espèce de sport, Je ne sais pas comme ce que dirait c'est. mon collègue qui le décrit très bien, c'est du rugby Ouais. avec de l'escrime. Ok. Ah Voilà, ouais, au du lieu de rugby avec se, de l'escrime. voilà, au lieu de se tacler, en fait, ils vont jouer avec des épées en mousse qu'on a construit et ils vont devoir en fait essayer soit d'éliminer l'équipe, soit d'amener une tête de troll de l'autre côté du terrain. C'est intéressant. Vous Voilà. connaissez, les gars, Jérôme? De nom, puisque j'ai vu les éléments se faire au fur et à mesure, mais j'ai jamais vu. Ok. Enfin, Ouais, j'ai une interrogation sur la tête du troll. C'est quoi comment tu te procures une tête de troll? Ah, c'est compliqué puisqu'il Ouais. faut aller dans certaines contrées, hein. Eh oui. Nous, on a eu beaucoup de mal avec Benoît qui est en régie, qui m'aide là-dessus. Hmm, Bon, j'avoue, j'ai pas été très courageux, je l'ai laissé faire, hein. Il en a ramené une. d'accord. Et ça peut s'imprimer? Parce qu'ici, il y a des imprimantes 3D. On rappelle Oui. là, on est à la petite récré, donc à Bourg-sur-Gironde. Et dans ce lieu-là, il y a une imprimante 3D où vous pouvez venir imprimer selon vos besoins ce que vous voulez, en fait. C'est ça, on Hmm. est là dans un lieu numérique à qui on peut utiliser les locaux, on peut faire de la création numérique, de l'éducation au digital et faire aussi de magnifiques plans comme on fait aujourd'hui puisque c'est situé dans une chapelle. Et oui, c'est vrai que c'est magnifique. C'est très beau. On va commencer tout de suite avec Jérôme et hmm. Warhammer 40K.
Alors, d'abord, petite question quand même, parce que Jérôme, avant de rentrer dans cet univers infernal presque de Warhammer 40K, en tout cas, il y a énormément de choses à dire. Elle te vient d'où, toi, cette passion? Comment t'es rentré en contact avec Warhammer? Bah, moi, la première fois, c'était un jeu vidéo de stratégie, comme à l'époque, début 2000, Warhammer 40 000 Dawn of War. Puis ensuite, plus tard, quand j'étais ado, j'avais acheté sur eBay un échantillon de figurines pour pas trop cher. J'ai jamais pu peindre parce que c'est trop cher. Donc au final, il n'y a pas eu de peinture, pas eu d'armée. Et c'est dernièrement, là, depuis que je suis allé à mon manga café, ils vendaient du Warhammer et du coup, ça m'a relancé dans la passion. Je me suis mis à peindre et à faire mes petites figurines. Puis de fil en aiguille, et ben maintenant, je peins pas que du Warhammer 40 000, je peins aussi des plus grosses figurines. À terme, j'aimerais bien faire des bustes. Enfin, de la passion, quoi. Donc ça, tu vas nous les présenter. Elles sont là, tes petites figurines, dans quelques instants. Donc, l'univers de Warhammer, c'est avant tout la guerre. Hmm. Mais avant, un petit point sur l'historique. Comment ça a été créé, Jérôme, Warhammer? Alors, ça a été créé dans les années en 1987. C'est l'entreprise Games Workshop qui est encore aux commandes. À l'époque, ça s'appelait. Comment ça s'appelait? Euh, Oh, malheureusement, j'ai oublié le nom. C'est pas grave. C'est Rock Trader. Rock Trader, qui était. Il y avait quasiment pas de faction, hein. Il y avait les Tyrannides et les Space Marines. Et à l'époque, les Space Marines ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ensuite, ça a évolué d'édition en édition. Il y a eu des nouvelles races qui sont apparues, que ce soit du côté des humains, l'Imperium, où on a les Space Marines, les Sœurs de Bataille, il y en a pour un peu tous les goûts. Mhm. Euh, L'Adeptus Mechanicus, qui est une sorte de fusion machine-être humain un peu aberrant. D'une manière générale, il faut savoir que Warhammer 40 000, c'est violent. On appelle ça Grim Dark parce que c'était In the Grim and Dark Future. En gros, il n'y a que la guerre, l'horreur. En fait, tout ce qui est de plus terrible, vous allez le retrouver dans cet univers. Et Ok. il y a toutes les factions qui se battent pour leur survie, surtout, principalement, puisque c'est un environnement très hostile. La galaxie est là-bas. Ça se passe au 41e millénaire. On a les humains, hein, nos lointains humains du 41e millénaire, dirigés par l'empereur de l'humanité, qui est mort, qui est maintenu en vie sur une machinerie qu'on appelle le trône d'or, et qui sert d'icône religieux maintenant, alors qu'il ne voulait pas l'être à la base, mais qui sert d'icône religieux et qui guide l'humanité dans ces Ok. airs sombres, en résumé. Ensuite, on va avoir les hérétiques, qui eux sont ceux qui ne sont pas loyaux à cet empereur, et qui ont tourné, c'est tout un événement, tout un pan de l'événement. Ils sont liés au Warp, qui est un univers de représentation des émotions, en quelque sorte, si vous pouvez Mais visualiser. excuse-moi là, toutes ces histoires, toutes ces légendes, tous ces contes, c'est mis à jour, c'est réactualisé. Qui contribue à écrire toute cette matière romanesque? Où tu la trouves? Ça, c'est Games Workshop et la communauté qui influence, hein, avec ce qu'ils préfèrent en général. En plus, avec les réseaux sociaux, maintenant, il y a certains personnages qui sont plus mis en avant que d'autres. Par exemple, il y a Titus de Space Marine 2. J'ai jamais joué à Space Marine 2 parce que je suis pas fan de Space Marine pour ma part. Et dedans, eh ben, on est parti d'un personnage anecdotique à aujourd'hui un icône qui est utilisé par Games Workshop. Et donc, l'histoire de Warhammer 40 000 est un peu guidée par la communauté, mais Et aujourd'hui, surtout par Games Workshop. il y a beaucoup d'écrivains, d'auteurs. Je sais Oui. que il y a Mm. beaucoup de livres et d'histoires du coup qui se racontent en parallèle de ce jeu. Warhammer 40K, donc tu as parlé des différentes factions qui existent. C'est avant tout un jeu de plateau avec des règles qui étaient à la base assez compliquées et comme tu nous avais raconté, tu nous racontes Thomas de tes premières expériences et qu'ils se sont simplifiées. Les règles se sont simplifiées petit à petit. Aujourd'hui, ça donne quoi les règles? Aujourd'hui, on est passé de, si je me rappelle bien, on était à plus de 300 pages de règles, on est à une soixantaine de pages, Ah ouais. autour d'une soixantaine de pages. C'est rien, 60 pages de règles, t'imagines? On est à la version 10, donc moi j'ai commencé à la version 10, puisque voilà, j'ai connu de loin les anciennes versions, j'ai jamais joué. Mm. Mais là, la version 10, on est sur des règles plutôt simplifiées,
Maintenant, on a Horus Heresy, qui est un univers parallèle avec les anciennes règles de Warhammer, très compliqué, avec des gabarits, des concepts de blindage, des jets de déviation. Alors, on avait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Maintenant, on est sur un système de tours où vous allez avoir donc chaque joueur qui aura sa manche à chaque tour. Un premier joueur joue avec sa phase de commandement où il résout ses effets, il teste le moral de ses troupes et compagnie. Ensuite, vous allez avoir la phase de mouvement où là, vous allez déplacer vos troupes. C'est mesuré en pouces, puisque forcément, c'est un jeu anglais, et donc on a le droit au pouce. Une fois que vous avez fait votre phase de mouvement, vous allez avoir votre phase de tir, là où vous allez dire sur quelle unité vous tirez avec telle unité, etc. Une fois que cette phase de tir a été validée, vous allez avoir la phase de charge. C'est la phase où on fonce dans le tas en général, sauf la faction que je joue, parce que nous on est exclusivement tir. Et enfin la phase de combat, qui vient juste après la phase de charge, c'est le combat, et ensuite on finit son tour, et c'est à l'adversaire de jouer, il fait son tour, puis on finit la manche, et ainsi de suite. En général, on est sur des parties qui sont comptées en points, chaque unité coûte un certain nombre de points. En général, on est sur des formats de 2000 points en moyenne, après ça peut être 1000, 2000, en fonction de qui joue. Ok. Et par rapport... Ouais, des questions? Oui, j'avais une question. Est-ce qu'on peut jouer sans figurines? Sans figurines, non. Non. C'est pas Et c'est pas tu fait peux pour. jouer avec autant de figurines que tu veux? Bah, Ou il y a si un nombre limité? si l'adversaire est d'accord et que vous vous arrangez pour faire des parties, il y a des formats qu'on a appelés Apocalypse, qui existent encore, mais qui sont moins fournis. Puisqu'avant, on avait des bonnes règles dédiées à Apocalypse, mais aujourd'hui, elles sont plus vraiment entretenues par Games Workshop. C'est pas ce qui se vend le mieux, visiblement, je pense. Et il faut dire que, oui, vous pouvez monter. Il y a des parties. Là, dernièrement, il y a eu un événement là, du côté de Pessac, au club des Griffons. Bon, je n'y ai pas été, mais j'ai eu les retours. Ils ont fait une partie en Apocalypse avec plus de 34 000 points. Donc, c'est des armées énormes, hein, puisque moi, je ne joue qu'avec 2000 points et on a déjà un bon truc. Alors justement, parlons des figurines. Donc là, elles sont toutes devant toi. Moi, je te suis puisque on se voit souvent au Kitsune Café, Kitsune Manga Café. On leur passe un coucou d'ailleurs à Saint-André-de-Cubzac. Coucou. Et c'est là où tu peins ces petites figurines qu'on voit, dont une qui, pour moi, n'a qu'une seule jambe, mais visiblement non. Non, pas bon, quelque un chose. petit Ah peu oui, quand même. celle-là. Mais non. Ah non, c'est qu'elle est derrière. Ok, j'avais pas vu. Et oui, c'est des poses C'était un dynamiques. joueur de foot. Parce que de base, on est plus sur des poses comme ça. Moi, j'ai rajouté des trucs en impression 3D, hein, des cadavres et des ruines, et j'ai essayé d'ajouter une pose plus dynamique, puisque de base, sinon, voilà, la figurine, on est sur quelque chose de très linéaire, puisque là, si on prend cette escouade, ils ont tous à peu près les mêmes poses. C'est pas très joli. Donc là, tu passes combien de temps, par exemple, pour peindre une figurine comme ça? Une petite figurine comme ça? Moi, quelques heures. Ok. Bon, après, ça, c'est des figurines de taille moyenne, celles-là. Les figurines plus petites vont ressembler. Voilà. Il y a beaucoup de figurines de cette taille-là. C'est Et pas ça, plus dur? Plus ah dur oui. parce que du coup, c'est plus petit, on passe plus de temps dessus, non? Ça dépend de votre niveau d'exigence sur les détails. Moi, j'aime bien les faire en détail, leur ajouter des effets de lumière, là, des OSL. C'est des termes Ouais. pour parler de la lumière dynamique. Mais en général, la plupart des gens, ils vont pouvoir aussi se contenter de couches de base, des couleurs basiques, et pas besoin de faire d'effets de vieillissement ou de lumière avancée. Et là, auquel cas, vous allez grandement réduire votre temps investi pour peindre. Et montre-nous une figurine de base, telles Ouais, qu'elles une sont. figurine, voilà, elles sont grises, c'est du plastique. Et donc ça, c'est ce qu'on a quand on ouvre la boîte. C'est-à-dire qu'elle est toute grise, en plastique comme ça. Elles Merci- ne sont pas montées, merci ce Ben à sont la des régie. grappes. La chose importante, elles ne sont pas montées, ce sont des grappes. Donc d'abord, vous allez devoir couper les grappes, ensuite les ébarber pour enlever les quelques défauts liés à la coupure. Ah, ok. Une fois que vous avez fait ça, vous allez les peindre avec de la colle à plastique. Des maquettes, quoi. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est du maquettisme. Mm. Après, vous pouvez leur faire prendre des pauses si vous avez des détails en plus, comme ici. Mais là, déjà, on est sur des versions récentes de figurines, sur celle-là, puisqu'elles ont des poses déjà plus dynamiques que les autres qu'il y avait à côté. Et donc, oui, vous partez de ça. Ensuite, vous faites votre sous-couche, couche de base, vos effets divers. Et ensuite, vous passez sur des figurines. Un peu plus grande, puisque la dernière que tu as faite, qui vient de LOL, hein, Ah, de League of League of Legends. Legends, ça, c'est. Oui, elle c'est est, elle est- à elle est part. grande, hein, elle est quoi? Elle fait ça, 30 elle est centimètres. magnifique. Tu as passé pas mal
de temps dessus, ouais. Oui, j'ai passé des mois, mais c'est parce que je faisais mes autres figurines à côté aussi. Ouais. Donc, c'est pas représentatif. Est-ce qu'il y a des décors? Oui, il y a des décors que je n'ai pas avec moi, mais qu'il faudrait que j'en fasse d'ailleurs. Hmm. Mais oui, les décors, hein, c'est aussi toute une partie à préparer. Mais vous avouez que pour le moment, on n'a pas fait de décor du tout. Une question aussi, est-ce que tes chances de gagner à ce jeu sont proportionnelles à la valeur de tes figurines? Non, c'est proportionnel à la composition de son armée. Vous pouvez avoir une figurine qui coûte 400 points. Hmm. Certes, c'est une figurine qui est chère, puisqu'en moyenne, pour des plus petites figurines, vous êtes autour de 80 points. Ouais. Mais à 400 points, vous prenez un risque, puisque 400 points, vous n'avez qu'une seule unité. De l'autre côté, vous pouvez en avoir plus. Vous avez moins de projection. Est-ce que tu peux perdre tes figurines à l'issue d'une partie où tu repars systématiquement avec ton armée? La partie, elle se déroule. Quand une de vos unités est éliminée, elle ne revient pas, sauf règle spéciale. Donc, elle disparaît. Pour la partie en cours. Pour la partie, mais tu repars avec. Oui, on repart avec. Oui, d'accord. Oui, oui. Non, mais il y aurait plus d'enjeux au fait que tu puisses réellement perdre concrètement. Ça ta se voit pas que figurine. c'est pas Ça toi qui serait les du achètes. Ben oui, mais j'ai du racket, quand même. D'ailleurs, moi j'ai une petite question. Où c'est qu'on les achète? Vous avez les boutiques officielles Games Workshop qui traînent un peu partout. Vous avez des places annexes de revendeurs en ligne comme MyHobbyPlace, où vous pouvez les avoir moins cher. Et vous avez aussi d'autres revendeurs indépendants. Moi, c'est le Kitsune Manga Café, là, où ils m'ont corrompu là, et sabordé mon porte-monnaie. Mais oui. Oui, parce que c'est cher. C'est cher. Ouais, là, par exemple, le petit set de les 3-4 figurines que tu as devant toi en Alors, orange. ces trois-là, elles sont vendues en set de 3. Ouais. Elles, vous en avez pour, si je dis pas de bêtises, on est autour de 60 €. Ouais, voilà, il y a quand même 60 un peut-être, budget ouais. à mettre. Plus après, il y a la peinture, le temps, et Non, non. parce qu'aujourd'hui, c'est carrément un métier, hein, le fait de peindre Oui, des oui, figurines. mais moi j'achète une figurine, elle est peinte, elle est conditionnée, elle est opérationnelle. Mais là, on arrive sur une problématique importante, c'est un hobby. Et donc, moi, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Quand on joue à Warhammer 40 000, tout l'intérêt, c'est de les peindre à son image et ce qu'on veut faire. Quoi. Oui, Et ensuite, tu on est personnalises. satisfait. Hmm. Voilà. Tu m'as dit 400 unités, une figurine de 400 unités? De 400 points. 400 points, combien ça coûte? 400 points. Bon, elle est Ah, pas- il est en train de chercher dans son sac. Et là, ce qu'il faut dire, hein, là, on le voit pas trop, mais il a une valise énorme avec Ouais, toutes ouais. les figurines dedans. Oui, on dirait. Et J'ai il nous cru qu'il y a- sort un gros truc blanc. Non, j'ai cru qu'il y avait un instrument de musique. Non, c'est des figurines. Là, Là, on est carrément dans les coulisses. là, on est sur des figurines un peu plus grandes que les autres. Décale ta Bon. bouteille, Jérôme. Yep. On fait pas de placement de produit ce soir. Oui, On n'en est pas encore là, c'est que la première. Non, donc là, on a notre première figurine, là, plutôt grande par rapport aux autres. Dis-moi le prix de cette figurine. Celle-là, elle coûte un peu plus de 80 €. 80 €. Ah, oui. Ouais, mais elle t'as est vu chère. la mais taille, elle est elle est très belle. détaillée. Hein, C'est du de plastique ce que ou je de la vois. résine? Ça, c'est du plastique. Et ça, par contre, c'est une impression 3D plastique. Eh ben, écoute, ça Petit tombe bien même. parce qu'on a une question sur le chat de Baka King. Ça a l'air génial, mais c'est un peu cher. Il y a un moyen de les fabriquer ou se les procurer autrement? Les imprimer soi-même, par exemple? Et ben, effectivement, il existe des fichiers STL, il y a toutes sortes de choses. Moi-même, par exemple, là, celle-là, bon, c'est une boucherie parce que j'ai pas encore sous-couché et peint. mais- Décale la figurine de devant, comme ça on verra mieux. La grise, La non, grise devant. la grise devant. Yep. Voilà. Et celle-là, tu l'as fait imprimer ici, à la petite Ouais. récré? Je l'ai imprimé, puis après je l'ai monté. Mais bon, là, comme vous le voyez, en bleu, c'est les points de colle spéciaux. Ok. En vert, c'est les endroits où j'ai dû rajouter du green stuff. C'est une pâte qui ensuite se solidifie, qui permet de combler les trous et autres détails. Et donc après, on fait la sous-couche, on la peint et tout. Combien d'heures de travail pour faire ça? Celle-là, Ouais, je ne l'ai pas encore entamée parce que j'ai pas envie de savoir. d'accord. Oui, parce que Mais- derrière, il y a encore toute la peinture. Et Mais donc, encore une pour fois, répondre au chat sur Twitch, en gros, déjà, vous pouvez venir ici, à la petite récré à Bourg-sur-Gironde, avec vos plans. Par contre, c'est ça, Ludo, Oui. faut apporter les plans. C'est ça. Ici, on peut imprimer, mais il faut venir avec sa matière première et ses plans. C'est ce qui est demandé dans le lieu. J'ai Rex Node qui nous dit pour les tournois officiels, impossible les fichiers imprimés. Donc on peut les imprimer et jouer, mais on ne peut pas Alors, jouer en non. officiel. moi, Ah. le retour que j'ai eu Ah. de quelques personnes, c'est que vous n'avez pas le droit au STL si vous n'avez pas de modèle équivalent. Par exemple, si vous avez
un proxy d'une des figurines que j'ai montrées. Si vous avez le modèle original, eh ben, vous pouvez sortir votre STL. Du moment qu'il est cohérent avec les proportions. Du moment qu'il est cohérent avec les proportions, vous allez pouvoir utiliser la figurine officielle pour comparer et ensuite s'adapter. Ouais, en fait, tu peux en acheter une et en refaire une copie plusieurs fois alors. Oui, mais c'est une Mais t'as pas tolérance. une Mais officielle. c'est une tolérance par C'est une contre. tolérance. Ok. Après, peut-être que ça a changé entre temps. Je suis pas trop dans le tournoi, puisque le tournoi c'est les méta et je suis pas fan de méta. Moi, j'aime bien faire ce qui m'intéresse. Donc il y a une ligue. Est-ce que ça fonctionne comme une ligue sportive? Plus ou moins. En Oui. général, c'est des ligues plus isolées. C'est entre amis ou entre passionnés. Il Hmm. n'y a pas de. Et le rythme de sortie des figurines, c'est Ça, Toutes les semaines. toutes les semaines, ils sortent. Oh, Ouais, il y a plein d'armées, ils alimentent. Pour le coup, on peut pas s'en plaindre. Là, c'est le paradis des DLC si on serait dans un jeu vidéo. hmm. Voilà. Parce que là, on a plein de choses. Et on Des s- refontes aussi. Excuse-moi. Et attends, question Oui. pour toi, Thomas. Est-ce que tu connais le joueur le plus connu au monde de Warhammer 40K, sachant que je te l'ai dit avant l'émission, donc tu n'as vraiment aucune excuse. Tu m'as dit ça quand? Ah là, il y a 1 heure, Il y a 1 heure, lorsqu'on je était t'en ai parlé, tu venais sur d'arriver. le plateau. C'est Superman. Je Indice. t'ai dit, il y a un acteur hyper connu, un acteur américain qui joue à Warhammer, qui peint des figurines. Mais le dernier Qui comédien monte des PC. qui a incarné Superman, je connais pas son nom. C'est pas mon cinéma, c'est pas mon univers. C'est Henry Cavill. Ah oui, ce mec musculeux, Ouais. comme Dwayne Johnson. dans- Oui, enfin, mais il est un peu moins musclé, je Il pense. faut Bon, que je on n'est pas... reprenne mes notes. on n'est pas sur une émission de bodybuilding. Merci beaucoup Jérôme pour toute cette analyse et tout ce que tu as apporté sur Warhammer. Et c'est vrai que c'est fascinant de voir que l'impression 3D de cette grosse figurine peinte, elle ressemblera trait pour trait à une autre normale, quoi. Oui, mais il faut la peindre. Et puis là, Faut la on voit peindre. pas, il y a plein de défauts quand même. J'ai l'impression ça demande un post-traitement plus conséquent que les grappes plastiques. Alors, moi, j'ai 2 questions. Allez, donc oui, J'en parce ai que une le sur le chat- chat. le chat est en train. On a Stag qui nous dit: et comment on fait pour trouver des personnes avec qui jouer proches de chez nous, surtout en campagne? Bah, Jérôme se déplace. Avec sa valise, il vient jouer chez vous. Idéalement, il faut chercher des clubs. Bon, malheureusement, en campagne, c'est plus compliqué. Mais vers Saint-André, moi, je suis à Carmont-Blanc, là, au club des Lanciers. Après, vous pouvez voir avec des groupes de jeux de société comme Kildarion, justement, où il peut y avoir des intéressés et se mettre à Warhammer 40 000 aussi pour jouer avec eux. Sinon, il faut aller plus vers les grandes villes, idéalement. Ça fait plusieurs semaines que je te dis que j'ai envie d'essayer, mais bon. Après, à défaut, il y a TTS, on appelle ça Tabletop Simulator sur PC, et vous avez une extension Warhammer 40 000 où vous pouvez jouer, mais bon, vous n'avez pas le plaisir de peindre les figurines, c'est un jeu sur le PC, sur ordinateur. Mais voilà, c'est les solutions. Sinon, après, pour les problématiques, trouver des joueurs au milieu de la campagne, on a les réseaux sociaux, on est en 2026, faut compter dessus. Autre D'accord. question, il y a encore des Et la questions. deuxième, ça c'est moi. Il me Ok. semble, je crois, que Warhammer est plus grand que le jeu de figurines. L'univers est beaucoup plus grand. Il n'y a pas des livres, des choses comme ça. Où il y a des livres, il y a des produits dérivés en tout genre, il y a des séries, ils ont même une chaîne Warhammer où il y a des séries animées et compagnie. C'est très très vaste, en littérature aussi. Donc tu peux lire ces séries, quoi. Tu peux visionner ces séries, lire ces livres sans jouer forcément, quoi. En effet. Oui. Ok. Je pour ma sais qu'il y a part, des jeux vidéo aussi. moi j'avais commencé avec Warhammer 40 000, Dawn of War, qui est un jeu de stratégie. J'avais pas de figurines. Il m'a fallu attendre une vingtaine d'années, presque 20 ans avant de commencer les figurines. Donc Hmm. il y a C'est beaucoup devenu, de médias. C'est devenu un univers totalement à part entière. Mais là, clairement, ce qui l'a démocratisé, c'est le jeu Space Marine 2. On le voit. de Oui, ça a partout. bien cartonné, ça. Ouais. Ah mais attends, je tilte maintenant. En fait, il y a eu une adaptation au cinéma là, il y a 10 ans là, non? Il n'y a pas eu un truc? Alors tu non, confonds avec c'est Warcraft. Warcraft, pardon. Ouais, Je Warcraft. confonds avec Warcraft. Et Warcraft. par c'est contre, différent. il me Mais semble devait qu'il y avoir il un me film, semble qu'il y a une adaptation qui est en train de se préparer avec Henry Cavill. Henri Calville. C'est le jumeau maléfique C'est d'Henri ça, il me Cavill. semble qu'il y a une adaptation qui est en train de se préparer avec Henry Cavill autour de Warhammer. Parce Cavill. Oui, il Non. maintient Henri Calville. Non, alors moi je ne sais que
que j'ai entendu à ce sujet, donc je pourrais pas en dire grand-chose. C'est en préparation, Hmm. voilà. Bon, Après, je vu vais la pas... fanbase de Warhammer et 40K, plus l'aura d'Henri Cavill, je pense que ça peut Bah, être ça bon. Ouais. contribue à démocratiser. Il y a Ouais. d'abord eu Space Marine 2 et Henri Cavill à proximité. Les deux, c'est ce qui fait que ces dernières années, ça a explosé. D'autres questions sur le chat par rapport à Warhammer ou pas, Ludo? Donc, il y en a un qui dit donc pas obligé d'avoir des figurines pour jouer, ce que tu disais. On peut très bien jouer sur tabletop, sur Internet, oui. Après, il y en a pour tous les goûts. Moi, personnellement, toute une partie du plaisir, c'est de faire ces figurines, de les peindre, Voilà. et ensuite de les Mais jouer sur le on plateau. peut jouer voilà, en ligne aussi si on n'a pas envie. Parce que bon, qui dit acheter dit forcément oui, un peu de budget, mais aussi de la place. Et d'ailleurs, vernir ces figurines, ça se fait ensemble, ça se fait en collectif. Ça peut se faire dans des boutiques, non? Ou tu fais ça chez toi seul. On peut le faire chez soi, on peut le faire dans des endroits dédiés. Par exemple, les magasins à Games Workshop, ils ont des espaces dédiés pour tout ce qui est Génial. le hobby. Mm. Et moi, au Manga Café, je peins directement au Manga Café. Au moins, il y a des gens, c'est cool, Ouais, c'est il y a cool. l'ambiance. Ouais, à Pau, quand je vivais à Pau, il y a un magasin Warhammer là-bas, en plein centre-ville. Et à chaque fois que je passais devant, ils peignaient leurs figurines. Ah, mais très intéressant, mine de rien. J'aurais été plus jeune, je me serais régalé s'il y avait l'argent. Mais bon, c'est cher. Merci Jérôme, on va passer à un autre type de jeu sur plus grand écran. On va parler de cinéma tout de suite avec Thomas. Toujours mes petites fiches, mais je sais déjà ce qui est écrit dessus. Le Zoétrope du côté de Blaye, pas très loin d'ici donc. Tu sais que j'ai cherché en préparant l'émission. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi déjà Zoétrope? Et en fait, c'est le Zootrope, c'est le. C'est ça? C'est le petit, C'est- Oui, c'est petit ça. appareil là. C'est un petit carrousel. C'est un objet précurseur du cinéma. En fait, le zoétrope, ça ressemble à un abat-jour. Tu mets une série de photographies et en faisant tourner cet objet, ça va recréer l'illusion du mouvement. C'est le principe mécanique du cinéma, c'est-à-dire une succession d'images qui défilent devant tes yeux et qui créent cette illusion. Un dessin animé, ça fait un petit dessin C'est animé. un dessin animé, ouais. C'est C'est zoétrope. l'origine. Et- Donc, ouais. Donc, Vas-y. en fait, pour continuer, l'architecture du zoétrope, du cinéma, le zoétrope, s'inspire vaguement de cet objet. Ok, ça allait loin. Alors, pas mal de films à l'affiche, hein, évidemment, puisqu'on a les Oscars qui approchent le 16 mars. Donc, on a aussi Oui. des gros films qui sortent toujours dans les semaines qui précèdent. On commence avec Marty Suprême, le film qui met en scène Timothée Chalamet, qui pourrait lui permettre de décrocher son premier Oscar. Ouais. Tu as vu le film, Thomas, et Mm. bah, tu vas nous en parler. T'en as pensé quoi déjà? À brut comme ça, à chaud. À chaud, c'est un film dégoulinant. En fait, tu en as plein les doigts, c'est plein de sauce. C'est bien, mais un peu écœurant. C'est comme manger un immense kebab, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le film d'un boulémique. C'est une orgie de cinéma. C'est un film un peu crade qui pue la transpi. C'est très organique. C'est filmé très près de la peau des personnages pour saisir toute l'intensité de jeu des acteurs. Voilà, ça transpire, ça pue, c'est crade. Les personnages s'embrassent, on dirait qu'ils s'embrassent comme des noyés, comme des assoiffés. Ce que j'en ai pensé, ben oui, c'est exténuant, ça dure 2h30. Alors, on rappelle l'histoire, hein, celle de Marty Mauser, 23 ans, qui Oui. veut devenir le meilleur athlète sur la scène mondiale du tennis de table, Ouais, un ouais. sport sous-représenté aux États-Unis. Bah, c'était il y a très longtemps, je ne sais même pas en quelle année c'était d'ailleurs. Ouais, c'est l'histoire d'un outsider. C'est l'histoire du premier champion de ping-pong américain. Et l'enjeu principal du film, c'est comment le personnage va essayer de trouver l'argent nécessaire pour participer à une compétition de ping-pong au Japon. Voilà. C'est donc c'est l'histoire d'une revanche sociale. C'est l'histoire d'un mec qui a un besoin de reconnaissance impossible à rassasier. Il y a une dimension très forte de revanche, de lutte des classes en fait. C'est un film social en fait. Mais j'oubliais de dire un truc.
c'est que Marty Suprême, ça a été réalisé. Il est là, il est juste là, juste ici. Ouais, voilà. Tout Très bien. transpirant. Tout transpirant, ouais, ça c'est une constante du film. Marty Suprême, ça a été réalisé par Joshua Safdie. Et en fait, Joshua Safdie, il a commencé sa carrière par co-réaliser des films avec son frère. C'est des frères jumeaux, ils font tous les deux du cinéma, ils ont été absorbés par Hollywood. Ils ont commencé donc par co-réaliser leurs films, ils en ont fait un très bien avec Robert Pattinson qui s'appelait, j'ai noté ça, Good Time. Ok, pas vu. Et en même temps que sort Marty Suprême, quelques semaines auparavant est sorti le film de son frère, un film qui s'appelait Smashing Machine avec Dwayne Johnson sur le free fight. Ok. Et pourquoi je rappelle ça? Parce qu'il y a une similitude très marquée entre les deux films. C'est l'histoire de deux compétiteurs, de deux performeurs qui mettent leur corps en jeu. Et c'est une dimension très importante de ce film. Oui, au niveau de l'acting. Au niveau de l'acting et de la performance, en fait, c'est un film performance, c'est un film Chalamet. Et Chalamet, on le sait, dans chacun de ses films, il met tout en jeu, quoi. Il se jette à fond dans la marmite, quoi. Voilà. Et je voulais revenir aussi sur l'acteur Joshua Safdie. En fait, il nous a fait un film. Le principe de mise en scène de ces deux réalisateurs, c'est qu'ils essaient de mettre un maximum d'intensité dans le moindre petit pixel de l'image. Et en fait, le ping-pong, c'est une métaphore de leur cinéma. Tu vois, c'est comment concentrer, condenser le maximum de matière dans chaque plan. Et c'est très puissant, cette concentration d'énergie qu'on ressent tout au long du film, quoi. Chaque plan est une exagération, un condensé d'énergie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est très important pour moi. Donc c'est un film frénétique. Et l'histoire d'un personnage qui veut convaincre à tout prix, l'histoire d'un outsider, comme je le disais, qui s'impose dans le cadre aussi, qui franchit toutes les barrières sociales, d'où la dimension lutte des classes un peu, qui passe à travers les murs au sens propre comme au sens figuré. Voilà, c'est l'histoire d'une revanche. Bon, je l'ai dit. Et aussi dans ce film, il y a une dimension donc du jeu. Ne serait-ce que parce que ça parle de ping-pong, mais tu vois, ça me fait penser à Warcraft. Et non, et d'ailleurs, c'était pas ça. Warhammer, excuse-moi. Parce que c'est un film qui se présente comme un jeu de plateau. En fait, on est dans des cases et les personnages essaient d'échapper à ces cases. C'est un film de claustrophobie, en fait. Chaque personnage essaie de s'extirper d'une case et va d'une case à l'autre et il revient. C'est sans cesse des allers-retours d'un endroit à un autre, quoi. Voilà. Donc, tu parlais des Oscars, Alexandre. Oui. Alors, tu penses qu'il va décrocher la timbale? Ben, il la décroche dans le film. Ok. Parce qu'en fait... Marty Moser, c'est Timothée Chalamet. En fait, ce film, c'est un document sur... Mais en fait, c'est un peu à chaque fois la même chose, quoi. C'est un film sur un mec qui est prêt à tout pour avoir un trophée, qui a un besoin, donc qui a soif de reconnaissance. C'est l'histoire de Timothée Chalamet qui, de film en film, nous livre des performances démentes pour recevoir sa statuette, tu vois. Et il le reconnaît, hein, il le dit lui-même. Hein. Ça, c'est très... je dirais, ça lui sied bien en tout cas. Ouais. Et donc, par exemple, il y a une scène, il y a une scène à la fin, on tend à Marty un enfant. Et en fait, il le reçoit comme s'il recevait un trophée. Et moi, je vois l'acteur aussi, Timothée Chalamet, en double, qui reçoit son trophée, quoi. Il y a quelque chose d'une mise en abîme. Et voilà, il y a un effet de réalité, quoi. En fait, on voit un mec qui se bataille pendant 2h20, qui endure tout un tas de calamités pour convaincre le public, quoi. Voilà, c'est ça. Et cette performance-là apporte aussi quelque chose de très réel à ce film qui reste complètement artificiel. Ça, c'est pas mal. Ça donne envie de le voir, en tout cas. Même ouais. si fait peut-être partie de ces films depuis une quinzaine d'années qui sont un peu trop longs. Non, tu vois rien. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'au forceps, à l'arraché, le film te convainc. Même si pendant un bon moment, je me suis dit, mais à quoi ça rime tout ça? Il y a une telle débauche d'énergie, il y a une telle volonté
qui est la volonté de ce personnage, de ce Marty Mauser qui va s'imposer champion de ping-pong et qui vient de nulle part. Et ouais, qui est intéressante, quoi, qui est sidérante, en fait. Je voulais aussi revenir sur un truc. Vas-y, t'es Euh, là pour ça. ce film, pour moi, c'est un film politique, c'est un film sur le capitalisme. En fait, les personnages relationnent les uns avec les autres que par intérêt. En fait, ce qui attache les personnages les uns aux autres, c'est du pur intérêt, parce que on est dans une société d'immédiat après-guerre où les personnages survivent, quoi, où ils s'arrachent leur subsistance et ça, c'est dingue aussi, ce lien d'intérêt entre les uns et les autres. Ce que j'ai aimé dans le film, et je terminerai là-dessus, Vas-y. ce que j'ai aimé dans le film, c'est Baiser volé. C'est-à-dire Baiser volé, c'est un film de Truffaut, de la Nouvelle Vague, où c'est l'histoire d'Antoine Doinel, un personnage qui est incarné par Jean-Pierre Léaud à l'écran, et qui vend des chaussures dans un magasin et qui va tomber amoureux de sa patronne, de la femme de son patron qui est beaucoup plus âgée que lui et qui est interprétée par Delphine Seyrig. D'accord ? Donc rien à Ok. voir avec le cinéma des frères Safdie. Mais seulement, il y a une citation dans le film, il y a un hommage. En fait, comme par hasard, Marty Mauser, au début du film, on le voit vendre des chaussures. Et ce qui pour moi est le plus intéressant du film, c'est qu'il va tomber amoureux d'une femme interprétée par Gwyneth Paltrow, qui est une actrice sur le déclin. Pas le trop, tu veux dire. Paltrow, excuse-moi. Et en fait, j'y vois un double de Delphine Seyrig, ce qui me fait dire qu'effectivement, j'y vois un hommage appuyé à ce cinéma-là, de la Nouvelle Vague. Et ce qui me fait dire que voilà, ce que j'aime dans le film, c'est Baiser volé, en fait. Donc, Marty Suprême qui sera diffusé à partir du 4 mars du côté du Zoétrope. J'ai regardé sur le site. Merci de Et j'aurais des questions. Normal. Oui, vas-y. C'est un film qui est plutôt accessible pour tous Mais- les publics? Oui, complètement accessible. En fait, oui, c'est très captivant. Tu vois pas les 2h20 passer, quoi. Tu sors sur les rotules, mais tu as l'impression d'avoir vécu un vertige, quoi, un vrai voyage, un vrai parcours. Ouais. Ça Et- t'intéresse, Jérôme? T'as envie de ça? Est-ce que ça t'a donné Alors envie moi, c'est de la grande le voir? question parce que en général, tout ce qui est en rapport avec le sport dans les films, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser le plus. C'est plus ce qu'il y a autour. Et là, le sport est très prédominant. C'est orienté comment? Non, les scènes de sport sont très captivantes, mais c'est un cinquième du film. C'est un film qui pose une époque aussi. Tu as tout le hors-champ, quoi. C'est-à-dire, c'est l'immédiat après-guerre. C'est un film qui se passe dans la communauté juive new-yorkaise. Tu as un personnage qui est un rescapé des camps de concentration. Il y a ça aussi. Il y a aussi un truc, une dimension. Bon, je pourrais en parler pendant une heure, quoi. En fait, c'est un film aussi qui lorgne du côté du théâtre forain, du théâtre yiddish. On voit des grands stéréotypes de ce théâtre-là. C'est un film très théâtral. C'est un film de décor, d'espace clos. Et même, d'ailleurs, il y a des scènes où ils disputent un match de ping-pong et on sent qu'ils ont pas assez, il manque d'espace, quoi. Même pour jouer au ping-pong. Tu vois, on est toujours enfermé par une époque, par une condition sociale auquel on aimerait échapper, quoi. Tu m'interrogeais. Oui, il y a plein de choses. C'est un film sur les coulisses. On est dans les coulisses d'un théâtre. C'est sur les coulisses d'un sport et c'est sur une ville, sur une communauté. Génial. Bah, en tout cas, je devais aller le voir ce donne envie. matin, j'y suis pas allé. Mais j'irai la prochaine Tu fois. viendras le voir aux Zoétrope. Je viendrai le voir. C'est exactement pour ça que je suis pas allé ce matin. Deuxième film, avant de parler du deuxième film qui s'appelle Soulèvement. Non, Couture. Soulèvement, Couture. Tu fais comme tu veux. Ouais, on va partir sur Soulèvement. Je rappelle qu'on est sur Twitch et donc vous pouvez évidemment poser des questions à Thomas sur le cinéma, sur Marty Suprême, sur Soulèvement, sur Couture, aussi avec Angelina Jolie ou sur d'autres films ou sur le cinéma en général. Soulèvement, donc c'est un autre sujet, c'est complètement différent parce que c'est un documentaire de Thomas Lacoste sur les contestations écologiques au début des années 2020, Thomas. C'est le portrait des soulèvements de la Terre. C'est le portrait de 16 personnes. C'est le portrait de ce mouvement qui s'origine en 2021
En 2021, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, 200 personnes se réunissent et vont créer les prémices de ce que va devenir les soulèvements de la Terre. Les soulèvements de la Terre, accrochez-vous bien, c'est 200 000 personnes en France. C'est 150 comités locaux de résistance citoyenne pour la sauvegarde des espaces naturels, contre l'accaparement de l'eau. Ils ont beaucoup ferraillé, beaucoup bataillé contre les bassines, les projets de méga-bassines. C'est ce que la société actuelle a de plus beau à nous donner, pour moi. Je veux dire, ces personnes sont des personnes inspirantes, sont de très belles personnes. Et voilà, c'est le meilleur c'est notre meilleure part. Voilà, c'est un peu Ouais, j'ai suivi un peu peu les romantique. bassines. Ouais, J'ai de la famille et des amis du côté de Niort, donc ouais. il y a une bassine, il y a eu tous ces mouvements là-bas, ça a Oui, été très oui, oui. difficile. Oui, il y a aussi ce combat contre l'implantation du nouveau tronçon d'autoroute là du côté de Tarbes, non, je Ouais. sais plus. Voilà, en fait, il y a énormément de luttes de par le territoire contre des projets d'artificialisation des sols. On a voulu diaboliser ce mouvement, on les a taxés d'écoterrorisme. Bon, moi, à la vue de ce documentaire, je n'ai qu'une envie, c'est de devenir moi-même à mon tour écoterroriste. C'est une mosaïque de gens attachés à la défense de leur territoire. Un point, c'est tout. C'est des gens déterminés, c'est des gens investis. C'est des belles personnes, c'est des personnes inspirantes. Alors, sur la forme du film. Ouais, qu'est-ce qui fait, C'est un qu'est-ce qui fait que film. ça t'a plu et déplu? Ouais, ce qui m'a plu, c'est un film de parole, en fait. C'est un film d'entretien. C'est aussi un film sur une parole réflexive et intime à la fois. C'est ce qu'on est en train de... Tu vois, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire maintenant. J'ai un petit Vas-y. truc là. J'ai JPJ du 79 qui me dit pas Tarbes mais Castres. Castres, merci beaucoup. Ah, pour l'autoroute. J'étais pas assez renseigné. Merci, Dieu JPJ. sait que je suis ça sur les réseaux notamment et que j'aimerais parfois participer à ces luttes. Ça viendra. Merci pour Voilà. la précision. Et j'ai Baka King qui me dit donc c'est un documentaire avec un regard proche des opposants aux méga bassines. Non, pas uniquement. C'est un documentaire sur les soulèvements de la Terre. C'est un documentaire sur des personnes qui ont choisi l'engagement, qui ont choisi l'action et qui nous expliquent comment, dans quelles conditions et qui nous racontent leur parcours de vie qui les a amenés à s'engager aux côtés des soulèvements de la Terre. Tout le film repose sur un triptyque, ce sont les mots du réalisateur, hein. Territoire, lutte, savoir-faire. Parce que pour la grande majorité de ces personnes, il s'agit d'un chemin de vie. Il n'est pas question que de contestation, en fait. Il est question d'ancrage territorial. Il est question c'est des parcours de vie, quoi. En fait, tout ça, c'est global. C'est pas qu'un film politique, entre guillemets. Non, il y a des histoires c'est un film intergénérationnel. À 3 reprises, donc 16 personnes interviewées, très simplement, ouais, filmées à peu près comme on l'est ce soir. Et à 3 reprises, c'est des témoignages à 2. Okay. Et notamment à 2. Et donc, il y a 2 générations qui nous expliquent, qui nous racontent leurs péripéties, leurs actions, à de 2 endroits différents, quoi, de 2 générations différentes. Et ça, c'est très beau, quoi. C'est très beau de voir un fils, une fille et son père engagés dans une même lutte. Et d'ailleurs, il y a un moment très poignant, c'est mes moments favoris du film, où tu as un père qui remercie sa fille de l'avoir amené à cette conscience et à cet engagement, quoi. Et ça, moi qui ai beaucoup de colère contre les générations qui nous précèdent, et peut-être qu'elle est pas appropriée, cette colère. Mais de voir dans ce film un père qui remercie sa fille de l'avoir amené à participer à une lutte, par exemple, ce père et sa fille, ils évoquent une bataille qui a été menée à 2400 mètres d'altitude dans les Alpes. Figurez-vous qu'il y a des gens qui ont eu la bonne idée de vouloir implanter des télésièges pour contempler le dernier glacier d'Europe, peut-être, qui est en train de fondre. Donc, triste, ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planté leur tente, ils ont fait des sittings sur le seul endroit
possible pour les hélicoptères de se poser. Ils ont empêché les hélicoptères de se poser pour entamer les travaux et ils ont gagné. Ils ont empêché ce projet écocide. Voilà pour Soulèvement. Je pense que ça, il faut aller voir ce film. Écoterrorisme, mais ça flirte quand même avec la politique aussi. Il y a un engagement politique derrière. Non, est-ce que ça attention, transparaît dans le documentaire? éco-terroriste, c'est les mots, Oui, bien c'est sûr. les mots de Monsieur Darmanin. Hein. C'est une manière de diaboliser ce mouvement qui n'a rien. Non, c'est un mouvement citoyen. Est-ce que c'est politique? Mais tout est politique. Tu vois, Marty Suprême, c'est politique. C'est un film sur le capitalisme. Là, effectivement, c'est un film sur l'engagement, sur l'écologie, sur des parcours de vie. Non, c'est un film sur des gens. Voilà, c'est pas. Non, mais Soulèvement, c'est je me lève, je me casse, ou je me lève, je m'active. C'est des portraits, c'est des très beaux portraits. Voilà. À voir dans vos cinémas, donc comme vous le voyez sur l'affiche, ici, si je ne me suis pas trompé, le 11 février, donc Soulèvement, le film documentaire de Thomas Lacoste, 3e film dont tu nous parles ce soir, Thomas. Attends, j'ai oublié un truc très Ah, important. il a oublié un truc, notre Thomas a oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié quelque chose d'assez important, c'est qu'on va recevoir Thomas Lacoste aux Zoétropes. Ah bah oui, c'est Donc- une info importante. Donc quand même, quoi. Est-ce qu'on a une date? Oh là là, je l'ai pas en tête, c'est à la fin du mois de mars. Ok, on va regarder ça. ouais. Ludo, est-ce que tu peux regarder Oui, ça je sur le regarde site ça de de Zoétrope? En parallèle, on va commencer à parler de Couture. C'est un film totalement différent. Alors, on va pas parler de Couture, mais du film Couture avec Angelina Jolie, réalisé par Alice Winocourt. Alice Winocourt qui a déjà remporté d'ailleurs un César en 2016. C'était pour le film Mustang. Et les Césars, c'est demain d'ailleurs. Ah, mais je savais pas. Tu savais pas? Eh ben Non, voilà, c'est demain, le 26 février. Mm. Ce sont les Césars. Donc, Angelina Jolie joue le rôle d'une réalisatrice plongée dans l'univers de la haute couture à Paris, Thomas. Et ça, je sais que c'est ton coup de cœur du moment. C'est mon film préféré de toute la vie. Tu sais, quand t'es cinéphile, quoi, quand t'es regardeur, tu vas de film préféré en film préféré. Ça dure le temps que ça dure, comme une histoire d'amour. Tu sais jamais à l'avance. Mais là, pour le coup, c'est mon film préféré. J'en ai des frissons et vous allez voir. C'est un torrent d'émotions, ce film. C'est un film tellement incandescent. C'est une merveille. C'est un cadeau. Bon, Alice Winocourt. Alice Winocourt, pour ses projets, ses films naissent toujours d'une expérience intime et qu'elle va projeter dans un univers qu'elle ne connaît pas du tout. Donc ici, l'univers, c'est l'univers de la mode, la Fashion Week, et l'expérience intime, c'est le cancer, c'est la maladie. Et donc, entremêler des bouts de réalité d'une expérience vécue avec de l'imaginaire ou un monde qu'on ne connaît pas, c'est ça, c'est le principe du cinéma, c'est le principe du film, c'est-à-dire des petits bouts de réalité qu'on va tisser comme une couturière avec de l'imaginaire ou d'autres mondes. Voilà. Et donc, ces coutures-là, le titre est très important dans ce film. C'est une métaphore du cinéma, une métaphore du film lui-même. Ces coutures, c'est la fabrication du film qui réside dans ces coutures, mais c'est aussi les traits dessinés sur le corps de Maxine. Maxine, c'est le personnage du film, c'est le fil rouge du film, c'est la ligne de vie du film. On voit d'ailleurs sur l'affiche. Hein. Voilà, cette image est dingue. Non mais est dingue, c'est Angelina Jolie là. Et le monsieur qui tient le stylo, c'est le chirurgien qui est interprété par Vincent Lindon. Ok. Frisson, je vous dis, dans ce film, tout est frisson, quoi. Ce film, je l'adore parce que c'est une métaphore ambulante. Et moi, j'adore ça. Quand on peut lire, je suis aussi lecteur et amateur de littérature et on voit que c'est un film qui est magnifiquement écrit. Alice Winocourt, en fait, elle est scénariste aussi et elle écrit beaucoup pour les autres réalisateurs. Alors, le film, pour revenir à l'histoire, à la narration, c'est l'histoire de Maxine. C'est une réalisatrice américaine qui vient tourner un film promotionnel, un film pour la Fashion Week à Paris et dans le même temps, elle apprend qu'elle est atteinte du cancer. Elle va croiser sur sa route Ada. Ada, c'est une jeune mannequin qui vient du Soudan. Elle va croiser aussi un autre personnage dont j'ai oublié le nom. Ah, il est là. Un autre personnage qui s'appelle Angèle. Et Angèle, c'est une maquilleuse
Ok. Donc, à travers Ada, on va comprendre un peu les parcours de migration de toutes ces mannequins qui viennent du monde entier. Notamment, il y a Ada, là, une copine mannequin qui vient d'Ukraine. Et ensuite, avec Angèle, on va saisir un peu la précarité de ces métiers de la mode. Parce qu'en fait, on voit que les paillettes, mais c'est un film sur l'envers du décor et ces travailleurs qui vont tu sais, ces travailleurs indépendants qui vont de cachet en cachet, quoi, avec des conditions de travail très, très précaires, en fait. Voilà. Donc, à travers ce film, je reprends les intentions de l'autrice, de la réalisatrice. Alice Winocourt, elle a voulu parler de 2 sentiments que traversent les gens qui sont dans la maladie. Ces 2 sentiments contradictoires, c'est d'une part le fait que votre corps vous échappe quand vous êtes malade, que vous vivez dans un monde à part et que finalement votre corps ne vous appartient plus. Et deuxièmement, que quand vous êtes dans cet état, vous recevez tout de manière hypersensible. Vous êtes hypersensible vous développez une hypersensibilité à tout ce qui vous entoure. Et d'ailleurs, ce film est un film hypersensible, quoi. Voilà. Alors, je reprends mes notes, le fil de ma pensée. Je sens ton émotion. Non, mais oui, mais moi je suis toujours comme ça. Est-ce que tu serais... Parce que j'ai vu sur Twitch que JPJ, qui est décidément est très présent ce soir, et que je connais d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Paul, veut savoir si tu es amoureux d'Angelina Jolie. Oui, bien sûr. Non, mais oui, ça aussi, ça fait partie du cinéma. C'est-à-dire que, tu sais, le cinéma, il repose là-dessus. En fait, les actrices hollywoodiennes, en fait, il y a un lien de... Tu tombes amoureux, bien sûr. Tu tombes en amour pour les actrices. Mais ça, c'est le grand moteur du cinéma, hein, encore. Et on peut aussi tomber amoureux des acteurs. C'est oui. Aussi. Donc oui, je suis tombé totalement sous le charme d'Angelina Jolie. Et c'est le cas de Jérôme avec Henri Cavill. Voilà. Et je voulais revenir à cette idée que votre corps vous échappe quand vous êtes notamment atteint du cancer. C'est que, en fait, cette idée que son propre corps ne nous appartient plus, en fait, ça concerne donc les malades, mais ça concerne aussi les mannequins. Et ça concerne aussi les acteurs et les actrices. Et notamment Angelina Jolie dans ce film qui a la délicatesse et qui consent à prêter comme n'importe quel acteur, en fait, à prêter son corps, à mettre son corps en jeu pour un film. Ça, c'est très important dans le film. Donc, je reviens à Angelina Jolie. Vous avez une actrice qui met en scène qui en fait met en scène son double de cinéma, mais qui va encore plus loin dans la mise en abîme, c'est-à-dire qu'elle choisit Angelina Jolie, dont on sait qu'elle a fait le choix de pratiquer sur elle une double mastectomie. Pourquoi ? Parce qu'Angelina Jolie, il faut savoir qu'elle a perdu sa mère et sa grand-mère très tôt, très jeune, qui sont toutes les deux mortes d'un cancer du sein. Et donc Angelina Jolie, elle accepte cette proposition complètement tordue quand on y pense, d'incarner à l'écran une américaine atteinte du cancer du sein, quoi. Moi, ça me désarme, quoi. Moi, ça m'émeut, quoi. Je veux dire, et en plus, ce qui est hyper touchant là dans ce film, c'est que moi, j'ai découvert Angelina Jolie. En fait, c'est une actrice dont je connais vaguement la filmographie, mais de loin, je suis assez distant avec le cinéma qu'elle représentait jusqu'à présent. Et là, on rencontre la personne réelle. On a le sentiment de rencontrer pour la première fois au cinéma Angelina Jolie. Et je vais vous dire, c'est un être, mais surnaturel. Elle est pleine de délicatesse, de vulnérabilité. Elle nous livre, elle nous laisse entrevoir une part très, très intime de sa personne, quoi. Et bon, moi, c'est pour ça que je viens au cinéma, pour voir des vraies personnes. Comme c'est le cas dans Soulèvement, dans Marty Suprême. Ça coince un peu pour moi, malgré le fait que l'engagement de Timothée Chalamet est bien réel, comme je le disais. Bon, voilà, oui, gros coup de cœur. Gros coup de cœur, mais oui, voilà. Et donc, en fait, pour moi, être spectateur de cinéma, c'est être témoin de ça, de ce dévoilement. Attends, je reprends mes notes. Vas-y, reprends tes notes. J'en profite pour dire que Couture a été élu meilleur film au festival de San Sebastián l'année dernière.
Ah, mais je le Voilà, savais pas, eh je ben, je te l'apprends. l'annonce. Bon, Donc, un peu tard, mais je te l'annonce. je reprends sur ces. Tu vois, en fait, sur le principe de la couture, donc, c'est que ce film va tisser ensemble des choses qui dans la vie, va permettre la rencontre entre des univers très éloignés. Et donc, entre autres univers très, très éloignés, il y a l'acteur Vincent Lindon. Vincent Lindon qui va jouer le chirurgien qui va diagnostiquer et poser le protocole de soins d'Angelina Jolie. Et tu as des scènes merveilleuses où tu vois ces deux acteurs, ces deux univers de cinéma diamétralement opposés dans le même plan. Non mais tu imagines le truc ? Vincent Lindon qui apporte une charge de naturalisme, de cinéma du réel qu'on lui connaît, quoi. Vincent Lindon, dans un film, quand il est chirurgien, quoi. Il est chirurgien dans la vie, à tel point que pour préparer le film, il est allé dans un service d'oncologie pour notamment apprendre à avoir le geste sûr pour dessiner le tracé des opérations sur le corps des patientes. Ouais, c'est Et pas on loin. revient à l'affiche. Hmm. Et ce moment est sidérant, quoi, je veux dire. Et si on veut... si on veut encore continuer sur la métaphore, je veux dire, en fait, le corps d'Angelina Jolie devient au sens le corps du film, quoi. Et moi, je suis red dingue de ce film. Je suis red dingue de ce film. Et alors, autre chose sur la mise en scène aussi, et après je m'arrêterai là. Vas-y, En vas-y. fait, le film, l'un des procédés de mise en scène, c'est la ligne, le trait. On l'a compris, la couture. Et on voit dans ce film que des gens qui ne font que passer, qui traversent des espaces. On voit des mannequins qui apprennent à marcher sur une ligne, sur un fil tendu. C'est le podium des défilés de mode. Et on voit des gens qui traversent des espaces, des halls de gare, des halls d'aéroport. Et ça nous, tout bêtement, ça nous rappelle qu'on ne fait que passer, nous aussi. Tu vois, il y a ça dans le film, quoi. Ce film regorge. Oui, regorge. Oui. Ouais, regorge. bon, j'aurais pu trouver mieux. Mais de métaphores merveilleuses sur la vie, quoi, en fait. Ça donne envie de le voir. En tout cas, on voit que tu es passionné par ce film. Je n'ai Alors- pas les dates de diffusion aux Zoétrope pour Il Couture. passe la même semaine que Marty Suprême. Ah bah le 4 mars alors. Voilà. Ouais. Alors moi du coup j'ai la petite information qu'on m'a demandé tout à l'heure. Oui, sur soulèvement. Donc il y a une projection rencontre avec Thomas Lacoste le vendredi 27 mars au Zoétrope de Blaye Super. à 17h30. Et petite ligne moi que je trouve très intéressante, c'est avec la participation des élèves en classe de terminale de philosophie du lycée Geoffrey Rudel. Hmm. Donc, Ouais, et pour continuer, en fait, ce sera animé par Louise Clary, qui est une merveilleuse professeure de philosophie au lycée Geoffrey Rudel, avec qui on organise les cinéphilos, et qui est très sensible aussi à la préservation des espaces naturels, à la nature, quoi, et à l'écologie. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a des questions sur Twitch pour Thomas? Et est-ce que Jérôme, tu as envie de réagir à tout ce que tu as entendu? Est-ce qu'il y a un film particulièrement qui t'appelle? Bah, moi, le premier et le dernier, ils ont l'air intéressants. Moi, le premier pour l'aspect compétitif, enfin Oui, pas la Mais bon. sueur. Hein. non, pas l'aspect. Non, c'est pas mon truc. Non. Et le dernier, ben oui, pour la problématique de la maladie, et de toutes ces choses-là, ça pourrait m'intéresser, oui. Oui, alors, oui, autre chose, c'est un film joyeux, en fait. Hein. C'est un film sur la reconstruction, sur le, C'est bien de le préciser. sur le combat, quoi. Ouais. Et pour ne rien gâcher, bien, il y a une histoire d'amour, hein. Avec Vincent Lindon. Non, ouais, ça voilà. c'est pas vraisemblable. Ah, non, dommage. non, Il faut en voir aurait le rêvé. film. Il l'aurait fait pour nous. C'est un film, tu vois, ça m'arrive. En fait, ce film m'a tellement impressionné que au fur et à mesure de la projection, je me suis redressé sur mon siège, comme j'essaie de le faire maintenant avec le micro, et j'ai essayé, mais de recevoir. D'être même physiquement de trouver la posture pour être en état de réceptivité totale, quoi. Je me suis redressé au fil de la séance pour tout prendre, quoi. Et d'ailleurs c'est un film que je vais voir et revoir jusqu'à l'épuiser, quoi. Voilà. Bon, ben, nous, on a quelques messages, pas des questions, mais des messages plutôt très intéressants, puisqu'on Ok. a Stag qui nous dit ce qui est superbement intéressant durant cette chronique,
c'est de découvrir de nouvelles œuvres toutes différentes, mais rencontrer aussi la vie de ces personnages jouant dedans leur vie. Et on a Baka King qui lui nous dit, sans même avoir vu les bandes annonces, il veut aller voir Soulèvement et Couture. Donc je t'invite à y aller au Zéotrope de Blaye, les Merci. découvrir. Génial. On n'avait pas besoin de mettre la bande-annonce, suffit d'inviter Thomas. Voilà. C'est tout, c'est suffisant. Merci beaucoup à toi, Thomas. Oui, Et tu merci peux à vous. évidemment rester avec nous. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Ludo? Eh ben, écoute, moi j'ai un invité spécial aujourd'hui, Allez. puisque moi j'aimerais faire découvrir les associations du territoire. Et il y a une association qui ce week-end fait quelque chose d'intéressant. Je pense que le mieux pour le faire découvrir, c'est Jocelyn, le président du Lab de Saint-Gervais. Donc Jocelyn, si tu Allez. veux bien venir nous rejoindre là. Viens ici, Jocelyn. Et on passe au lab. Voilà. Avec la belle, Alors, avec la belle transition que nous fait notre régie Benoît, qu'on n'a pas présenté, mais qui est derrière les écrans et qui fait un travail de dingue sur les Salut. caméras. Merci à toi, Benoît. Alors moi, je prends aussi mes petits papiers. Magnifique. Super. Bonjour, Bonjour. ça va? Très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va très bien. Jocelyn, donc tu es président de l'association Le Lab. Je te passe la main un peu, Oui, Ludo, pour le début. tu es vas-y. le président de l'association Le Lab, mais qu'est-ce que le Lab? Alors, le Lab est une association qui initie et qui fait découvrir les sciences numériques auprès des plus jeunes, mais aussi des moins jeunes. Donc, on commence à partir de 6 ans et en gros, on leur apprend à programmer, à créer des petits programmes, à faire de l'électronique et par l'assemblage de la programmation et de l'électronique, de faire de la robotique. Alors oui, parce que le Lab c'est basé à Saint-Gervais, c'est ça, hein, juste à C'est côté ça, de on est à Saint-André, depuis 2019, je crois. Depuis 2019. Et C'est vous ça. êtes situé où? On a un local à la mairie de Saint-Gervais, un petit local qui nous permet justement d'avoir tout le matériel, parce que ça, on repose sur beaucoup de moyens numériques au final, et, euh, et de pouvoir accueillir nos différents jeunes, enfin, c'est principalement des jeunes, cette année nous sommes à une 60aine d'adhésions. Ok. Et c'est le plus haut chiffre depuis 2019? Non, on a eu des années autour de 70-75. Ok. C'est très destiné auprès d'un public jeune, hein, de collégiens globalement. Alors, c'est vrai que on a monté l'association donc avec ma compagne. En gros, c'est parce que on est tous les deux ingénieurs de formation. Ok. À la maison, enfin moi j'avais énormément de matériel justement d'électronique, de robotique, beaucoup de hobbies autour de ça. Et en fait, déjà ça prenait la poussière à la maison, énormément de place. Et c'est là où on s'est dit pourquoi pas monter un lieu justement pour la jeunesse en milieu rural, parce on reste en milieu rural et faire profiter de ces ressources-là auprès des plus jeunes. Mais ça marche bien, ça cartonne du coup. Alors, parce qu'on va parler de cet événement qui a lieu ce week-end à Saint-André-de-Cubzac, qui s'appelle le First Lego League, c'est la 3e édition. Alors c'est la 3e édition sur le territoire. C'est ça. Alors oui, en gros, on amène ensuite, c'est ça, nos jeunes, une fois qu'ils pratiquent bien la programmation et la conception en général de robots, on les invite à concourir donc à la First Lego League Challenge, qui est un challenge de robotique pour les jeunes de 9 à 16 ans. C'est un concours international, donc sur lequel toute la conception du robot s'appuie sur l'écosystème, donc sur le système Lego. Et depuis la 3e saison maintenant, nous sommes porteurs de la rencontre locale, régionale sur notre territoire. Ok. Ce qui fait que c'est une grosse responsabilité. Et quand même, oui, c'est un sacré truc au final. On a découvert, donc c'est ça, il y a 4 ans, où on avait emmené une équipe de jeunes, justement, de 9 à 14 ans. On découvrait tous le format de la Lego League. Alors, il faut savoir que ça existe depuis les années 2000, que ça a été créé par une association canadienne, et que voilà, depuis maintenant plus de 25 ans, il y a énormément de jeunes dans le monde qui apprennent l'ingénierie
les sciences du numérique, tout ce qui est métier scientifique grâce à ce programme. C'est quand même incroyable en quelques années de passer en gros de ton garage à des événements comme ça. Comment tu le vis aujourd'hui? Alors, en soi, on le vit plutôt bien. En fait, ce que ça montre surtout, c'est qu'on est vraiment une association. En fait, il manque de structures de ce genre-là Ouais. sur tout le territoire français. Déjà, il faut savoir que c'est aussi une pratique qui est très active en métropole. Mais dès qu'on commence à sortir des grandes villes, bah, la jeunesse n'a pas accès aux ressources et aux apprentissages autour des sciences en général. Alors, la culture, déjà, ça peut être complexe aussi, arriver en milieu rural. Mais après, la culture scientifique et le numérique, encore plus. Le but, c'est quoi? Puisque on fabrique des robots, tout ça, mais d'après ce que j'ai lu sur ton site, c'est pas l'objectif ultime. Alors oui, non, non, ouais, c'est vraiment un projet pédagogique. Donc on est vraiment sur un format qui est plutôt orienté sur du scolaire. Ce qui est attendu auprès des jeunes, donc déjà, c'est de collaborer ensemble, donc de se monter en équipe, de construire une équipe de copains, d'amis, familiales, à l'école, peu importe le format. Ça va de 2 à 10 jeunes pour monter une équipe. Donc c'est saisonnier, ça commence à partir de la rentrée de septembre et ça finit autour de juin. En fait, comme le calendrier scolaire. Il y a une thématique qui est annuelle. Donc, en gros, le thème est lié aux sciences, toujours, mais aussi il y a des sujets qui sont sociétaux. Donc, par exemple, l'année dernière, c'était autour des fonds marins et donc tous les sujets qu'il pouvait y avoir avec la préservation de l'eau, la pollution liée aux eaux et enfin, en tout cas dans les eaux. Et là, cette année, on est autour de sujets. Donc, la saison s'appelle Submerged. Non, pardon, je suis en train de mêler les Char, pinceaux. Unearthed. Unearthed. Donc, qui est autour de l'archéologie. Ok. Donc, c'est vraiment déterrer le passé et s'appuyer sur les sciences de maintenant pour améliorer le futur. Ok. Et on voit le. On a une belle L'affiche, affiche de la sur le rencontre de site. ce week-end. Modifié en temps réel. Alors, C'est ça. bon, Merci, pour moi, ce Ben. n'est pas une grande surprise puisque avec Benoît derrière la régie, nous avons une équipe qui est présente. Par contre, je vais te poser la question. Qu'est-ce qu'on va trouver pendant cet événement? Alors, pendant cet événement, déjà, vous allez découvrir les 25 équipes qui sont engagées là, sur le territoire. Alors, on a la gestion de toute la Nouvelle-Aquitaine. Bon, après, en vrai, tout se recentre beaucoup sur la Gironde. Là, en tout cas, au sein de notre territoire, là, du Grand Cube Zaguier, on a déjà pas loin d'une douzaine d'équipes. Il y a 4 équipes qui viennent de Bordeaux. Il y en a 2 qui viennent de Toulouse. Parce qu'on a quelques Toulouse aussi, vu que la région sud-ouest est quand même assez grande. Génial ça. Et donc là, voilà, on a 25 équipes au total qui concourent cette année sur notre territoire. C'est le plus gros chiffre ou d'habitude c'est combien? Alors oui, c'est le plus gros chiffre parce Ok. que depuis qu'on a récupéré donc, la gestion de ce challenge chez nous, on a débuté à 9 équipes. Ouais. Ensuite, l'année dernière, 12. Et là, on a plus que doublé, on est à 25. Jérôme, Thomas, vous avez des questions sur ce sujet? Ah oui, oui. Moi, je voulais savoir, en fait, les enseignants participent donc pleinement tout au long de l'année avec un membre de ton association pour accompagner les enfants? Oui, c'est ça. Alors, l'association, elle fait office de centre de ressources, justement pour les structures ou intéressées sur ce format. Là, depuis cette année, par exemple, on accompagne 2 classes de CM1 et de CM2 de l'école Suzanne Lacor à Saint-Henri-de-Cubzac. Hmm. Donc, une classe, ça représente 3 équipes, donc 24 jeunes engagés. Ouais. Et donc, les enseignants déjà sont partie prenante du projet. Et, ils sont là en tant que référents et en tant que coach auprès des jeunes. Et l'association, donc le lab, les accompagne dans la mise en œuvre de ce format pédagogique. Mais donc, c'est-à-dire qu'au début de l'année scolaire, tu vas présenter le projet aux enseignants pour qu'ils entament. Même L'année précédente, l'année ouais. précédente, là, Ouais. typiquement, c'est le moment Où tu d'aller, prospectes. d'aller en tout cas sonder des enseignants intéressés par ce projet. Hmm. Et on les accompagne on leur met à disposition des ressources. Ouais. Donc pour une classe, c'est 3 kits de robotique Lego.
avec aussi le plateau de jeu. Donc il faut savoir voilà, que, parce que j'ai pas expliqué tout le format justement du projet. Donc il y a 4 thématiques qui sont évaluées autour de ce projet. Les enfants doivent travailler sur un projet d'innovation. Donc le but, c'est vraiment d'identifier une problématique en lien avec le thème de l'année. Donc là, cette année, l'archéologie. Et une fois la problématique identifiée, eh ben, ils travaillent avec la démarche scientifique justement pour essayer de réfléchir à comment aborder cette problématique avec les ressources actuelles et puis avec aussi leur réflexion au niveau des jeunes. Enfin, c'est vraiment monter un projet innovant qui répondrait à un problème à hauteur d'enfant, concrètement. La deuxième thématique qui est évaluée, donc, c'est l'esprit d'équipe, la cohésion, les valeurs fondamentales. Donc c'est vraiment voilà, inclure tout le monde, savoir échanger, synthétiser, suivant les appétences et les compétences de chacun. Pardon. Euh, voilà, vraiment travailler ensemble. Et ce sont des valeurs qui sont importantes dans ce concours. Donc voilà, elles sont mises sur un piédestal en tout cas, et les enfants doivent démontrer leurs valeurs fondamentales. Les enfants, c'est 9-16 ans. Hein. 9-16 ans, Ouais. c'est ça, tout à fait. Et voilà, 38 ans, je peux plus participer. 38 ans, tu peux les accompagner en tant que coach. Ah, ok. Ou sinon, en tant que bénévole pour les membres du jury Ok. ou l'arbitrage. D'accord. Parce qu'on a besoin de monde en plus à ce niveau-là. Tu étais sur l'esprit d'équipe, il y a L'esprit encore d'équipe. d'autres En fait, objectifs. après, voilà, il y a deux autres objectifs là qui sont plus techniques. Donc, il y a la conception et la stratégie du robot. Donc, en fait, c'est comment les enfants, justement, ont imaginé leur robot. Tu peux le... Voilà, parfait, on le voit bien. Donc ça, c'est un petit robot qui vient directement de ton association, le Lab. Sûrement. Sûrement, il paraît. Alors, sûrement parce que je te laisserai en parler après, mais il y a un projet de prêt de matériel au besoin. Oui, après, voilà, on a des leviers justement pour accompagner les différentes structures intéressées et surtout, vu que ça reste du matériel assez coûteux, essayer d'éponger cette partie financière, en tout cas. Ok. Donc, l'équipe doit réfléchir pour la conception de ce robot et adresser une stratégie. Donc là, on est vraiment encore sur de la théorie. Adresser une stratégie parce qu'ils ont un plateau de robotique qui fait 2 mètres par 1,60. Donc une belle table de billard en soi, où il y a 15 missions qui sont disposées dessus. Donc ce sont des structures en Lego. Et donc des structures statiques où il y a des composants à déplacer, modifier, actionner. C'est une sorte de machine à état. Voilà, et l'objectif pour les équipes voilà, sur la 4e thématique, c'est le jeu du robot. Donc en fait, là, c'est la concrétisation de leur conception et de leur stratégie de robotique durant les rencontres. Oui. Ils vont passer 3 phases de match où l'objectif, c'est vraiment que le robot fasse le plus de missions possible en moins de 2 minutes 30. Donc en plus de la complexité technique abordée par les enfants, on vient leur ajouter une complexité temporelle sur le challenge. Et il faut savoir que l'adulte n'a pas sa place. Hein. C'est vraiment une production d'enfants. Et pour la même tous les enfants réussissent à avancer autour de ce projet. Ok. Alors là, par exemple, ce robot, il fonctionne? Non, je pense qu'il a peut-être plus de batterie, je sais pas. Si. Ah, si, ça a l'air. Après, est-ce qu'il y a des programmes? C'est une bonne question. Et il y a un programme. Et, alors, il fonctionne, il a les programmes. Je ne sais pas si c'est celui que Vas-y, l'équipe refais- a programmé là, chez la nous, caméra mais est tu auras centrée sur lui, des. on peut le refaire. Yes. Il fonctionne comme marche arrière, c'est comme ça. C'est un spécialiste des créneaux, Thomas. C'est des ressources qui sont manipulées par les enfants. Hein. C'est solide. On Ok. peut dire que c'est solide. Et une précision, on est vraiment sur de la robotique autonome. Il n'y a aucune télécommande, il n'y a rien. C'est les enfants qui D'accord. programment, donnent les procédures au robot, les enregistrent dans le robot, et ensuite c'est le robot qui est en toute autonomie sur le plateau. C'est pas donné à tout le monde quand même de faire des programmes comme ça. Est-ce que finalement c'est pas quelque chose un peu difficile d'accès, de niche? Alors justement, non, c'est tout le but de l'association. Ah oui, hein. j'imagine, c'est pour ça que je viens te titiller un peu là-dessus. C'est vraiment, ce sont des compétences qui sont accessibles justement auprès des plus jeunes.
Et pourquoi on adresse justement cette tranche d'âge? Bah, c'est le moment, voire même, il faudrait même aller un peu plus bas dans les âges, pour commencer justement à apprendre à la fameuse démarche scientifique, justement comment décomposer une problématique et l'aborder par petits bouts, en fait, Ok. pour pouvoir Ouais. régler justement les gros problèmes. Enfin, là, ce sont Je des peux, petits je peux regarder problèmes, de plus près. Je sais. mais c'est pour leur donner J'ai envie de jouer, les moi. armes aussi pour le futur. En fait, en gros, c'est tout problème a sa solution, d'une manière ou d'une autre, et il faut pouvoir Oui, parce que l'aborder. l'enjeu, c'est aussi de savoir réparer. C'est de savoir réfléchir, concevoir, valider ou invalider des Hmm, tentatives hmm. et améliorer, itérer. Tu sais, ça me fait penser à ce mouvement qu'on appelle la low-tech, où on fabrique, on conçoit des objets, des outils ensemble dans un esprit coopératif et pour échapper, pour se débrouiller, pour être autonome. C'est une recherche d'autonomie, quoi. Exactement ça. Et Exactement ça. Et puis ça permet aux enfants, voilà, d'être actifs déjà avec le numérique, parce que beaucoup actuellement le numérique, on est pour la majorité passif. passif, oui. Donc là, c'est de l'écran actif. Ils travaillent autour des outils, des ordinateurs, des tablettes et ainsi de suite. Ils font de la conception de robots, ils font des sciences, ils appliquent les maths, ils appliquent de la physique, des vecteurs, tous ces sujets-là. Et ça leur permet aussi de travailler leur esprit critique. Justement, c'est assez agréable de les voir challenger et aborder des thématiques qui ne sont pas spécifiquement liées au robot en tant que tel. Petite Alors, moi, parenthèse Twitch, ouais. Ouais, j'ai des petites questions de Twitch intéressantes. Alors, j'ai JPJ du 79 qui me dit comment vous faites pour motiver des jeunes sur un aspect scolaire. Et j'ai Stag qui me demande les programmes des robots sont développés sur quelle plateforme et sous quelle forme. D'accord. Est-ce que tu peux répéter la première question? Alors, la première question, c'est comment vous faites pour motiver des jeunes sur un aspect scolaire. Et en plus, ça tombe bien parce que je crois que tu travailles avec une école primaire. Oui, ouais, je l'ai énoncé justement. En fait, on est à la recherche d'enseignants. On est à la recherche de groupes scolaires pour ce format-là. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que nous, on l'a abordé d'un point de vue associatif. On l'a vu mis en place aussi au sein de familles. Mais c'est vraiment un projet qui est pensé pour l'école. Combien ça coûte pour Je vais y l'école? venir. Ouais. Je vais y venir. C'est vraiment pensé pour l'école. Pourquoi? Parce que justement, les 3 premières thématiques que je vous ai énoncées, en fait, ce n'est principalement que de la collaboration, de la recherche et de la documentation. Donc, en gros, les enfants vont monter une sorte d'exposé pour aborder leur projet d'innovation, enfin, en tout cas concrétiser et montrer leur projet d'innovation, leurs valeurs fondamentales, leur esprit d'équipe et leur conception et stratégie du robot. On est vraiment là sur du scolaire, sur expliquer leur démarche, démontrer comment ils ont travaillé, voilà, documenter leurs différents travaux. Parce que le jour des rencontres, ils vont effectuer une soutenance devant un jury composé de professionnels. Donc, ce sont des adultes qui travaillent dans l'enseignement ou qui ont un métier en lien de près ou de loin avec les sciences ou la thématique, par exemple, de l'année. Là, cette année, dans nos jurys, nous avons, par exemple, 2 jeunes doctorantes en archéologie Ok. qui nous accompagnent pour évaluer justement le travail des jeunes Ah ouais. autour de Comment est-ce qu'on peut créer du lien entre un robot de ce type-là et l'archéologie? Là, je suis curieux. C'est une bonne question, justement. C'est la force là, de l'association qui porte ce projet-là à l'international. C'est qu'ils arrivent à trouver les bonnes idées et puis les bons sujets pour faire travailler les enfants justement dans un cadre qui est défini. Donc là, autour de l'archéologie, ça permet justement de faire découvrir tous les métiers en lien avec l'archéologie. Donc ils apprennent les sciences, mais des sciences qui sont appliquées à des corps de métiers spécifiques. Par exemple, un petit robot qui va dépoussiérer. Dans l'émission du plateau de robotique, on a Ouais. beaucoup justement de concepts imagés avec des structures Lego où il y a une mission, par exemple, c'est la fameuse site de fouille. C'est un site de fouille où il y a une brossette. Le robot doit venir brosser à gauche et à droite pour libérer la zone de fouille et récupérer cette brosse pour après en faire autre chose. Ou un robot qui remet le chapeau d'Indiana Jones. Et alors, c'est vrai qu'on est pas loin d'Indiana Jones en plus sur la thématique. On a une mine. Il y a une mine Ok. sur le plateau.
euh, où il y a le petit train de la mine avec un petit personnage habillé en Indiana Jones bon, à faire rouler sur des rails. Mais il y a surtout, je sais pas, vous voyez la scène mythique du changement enfin, où Indiana Jones doit récupérer un artefact et le remplace par une grosse pierre. Oui, oui. Et ben, en gros, il y a un artefact à récupérer comme ça sans faire tomber la mine, la structure en Lego. Et c'est assez marrant. Il y a des petites références. Et en fait, tous ces thèmes abordés s'inscrivent aussi, j'imagine, dans les programmes scolaires. Alors, tout à fait, justement, Mm. le projet s'inscrit tout à fait dans le programme scolaire de l'éducation nationale, Ouais. sur différentes thématiques comme le apprendre à apprendre, ou la collaboration, justement, entre élèves. Mm. Là, il faut savoir que les deux classes qu'on accompagne, CM1 et CM2, donc on est sur des jeunes, voilà, c'est ça, de 8, enfin de 9 à 10 ans, Mm. euh, ont travaillé là depuis septembre jusqu'à encore maintenant, et ça répond à énormément de domaines pédagogiques abordés par les professeurs, par les enseignants. Donc les deux enseignantes qui nous accompagnent déjà sont très contents du résultat, parce que les enfants sont motivés, ça change du format qui est purement scolaire, mais la production et les acquis sont équivalents. Et est-ce qu'ils voient la concrétisation de leur projet? Je veux dire, pour l'archéologie, est-ce qu'ils vont aller visiter des sites archéologiques, voir éventuellement les technologies qu'ils ont eux-mêmes développées en action sur des sites? C'est exactement ce qui est demandé, en fait, dans la démarche auprès des jeunes. En Et Égypte. déjà, alors peut-être pas jusque-là, Ah, c'est un peu loin, oui. sachant qu'on a de beaux sites archéologiques sur notre territoire. Oui, c'est Oui, vrai, à c'est Bourg, vrai. il me semble qu'il y a des sites, non? Et à Bourg, à Prignac-et-Marcan, enfin, Saint-André, à un moment, il c'est parlait de... ça, et puis juste avant Blaye aussi, il y a le village gallo-romain. Et il y a le Euh, chantier aussi. Benoît, peut-être peux-tu m'aider? Le chantier médiéval aussi, il est où? Non, il est où? Mais il y a aussi La Lande. la grotte de Père Non-Père. Voilà, la Lande de exactement, voilà, à Fronsac. Prignac. Exactement, Oui. ça, si je dis pas de bêtises. T'as la Lande de Fronsac ou t'as le chantier médiéval? Et donc l'objectif, c'est ça. L'équipe, en fait, voilà, en plus de toute la démarche de concevoir un projet d'innovation, à faire leur robot et ainsi de suite, ont besoin aussi de confirmation, de validation de leur projet. Donc, et l'un des objectifs, justement, c'est d'aller discuter, échanger avec des professionnels pour challenger leurs réflexions et leurs travaux. Donc, on a beaucoup d'équipes qui vont questionner des sociétés, qui vont questionner des professionnels, qui vont questionner énormément de monde, juste pour valider au moins que la piste sur laquelle ils sont. Et de manière un peu triviale, je m'en veux de tout ramener à l'argent, mais effectivement, la question, c'est comment les établissements scolaires vont pouvoir financer ces projets. Alors, oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai Mm. sujet, sachant que ce programme, en fait, Ah, s'appuie sur le système Lego. On sait que Lego est une société à but lucratif. Mm. Ce sont des ressources qui sont très coûteuses. Mais au final, comparé aux autres ressources de robotique pédagogique ou de sciences numériques pour les jeunes, ce n'est pas si excessif que ça. Alors, on est quand même sur une boîte Oui. de robots pour concevoir ce genre de robot autour de 500 euros. Donc, il en faut 3 pour une classe, Mm. donc c'est 1500 euros, plus le kit annuel qui change donc bien sûr tous les ans, à son prix aussi avec l'inscription des équipes. Cette année, par exemple, l'équipe de la collectivité les 6 équipes scolaires ont été prises en charge par l'association. Wow. Et on vous en remercie d'ailleurs, Benoît et moi, de cette nouvelle. Donc c'est ce week-end, samedi 28 février, dimanche 1er mars. Samedi c'est plutôt une journée découverte et le dimanche c'est la compétition en gros. On a dû s'ajuster. Ok. On a dû s'ajuster. Cette année est une année assez particulière au final parce qu'on a eu beaucoup de mal, comparé aux deux précédentes éditions, de trouver des bénévoles pour nous accompagner. Alors il faut savoir que voilà, pour accueillir 25 équipes, donc on n'est pas loin de 100 personnes. enfin, 25 équipes fois la moyenne d'une équipe, c'est 6,7 enfants. Ah ouais, ok. 6,7 enfants. Donc oui, on dépasse un certain seuil. Il faut compter environ 70 bénévoles Ok. pour tenir cet événement-là. Pourquoi? Parce qu'on a 4 équipes de jury, donc c'est 3, enfin on a besoin de 16 jurés. On a besoin de tout autant d'arbitres,
aussi. Et ensuite, bah, c'est toute la logistique générale, les différents rôles pour accompagner les enfants sur ces journées de rencontre. On est un total de 70 bénévoles. Ouais. Là, vous les avez, c'est bon? Là, depuis aujourd'hui, on les a tous. Ah, bah, c'est génial. Bravo, Félicitations. Et donc le format aussi, pourquoi ça dure 1 journée et demie? Bah, c'est que on a dépassé un certain seuil qui fait que bah, si on fait ça sur une seule journée, bah, les enfants risquent d'être trop sursollicités, Ouais. surstimulés, enfin, on leur demandera beaucoup d'efforts pour que ça se passe bien. Ça reste de jeunes enfants pour la plupart. Oui, ils Bah, sont là quand même pour le il faut que ce plaisir, soit quoi. bien Ouais. étalé et il faut qu'ils passent surtout un bon moment. C'est Mm. un projet où on les met en valeur et il faut qu'ils aient envie de poursuivre l'année prochaine. Donc on ne compte pas les points comme n'importe quel jeu. On vient vraiment appuyer sur quand le travail est bon et leur donner les bons tuyaux pour s'améliorer pour les futures éditions. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à participer à ce genre de challenge? C'est quoi leur motivation? Bah, leur motivation déjà première, bah, c'est enfin, en vrai, je pense que c'est surtout faire du robot. Oui, C'est je voilà, pense aussi, ouais. aborder la thématique de la robotique avec le jeu, avec des Lego. Jusqu'à maintenant, on a bien identifié que le Lego est universel. Vraiment, il y a pas un seul enfant qui n'a jamais touché un Lego. Et pourquoi justement le Lego System est très intéressant pour cette tranche d'âge-là? Nous, on a eu beaucoup de difficultés à l'association quand on utilisait des kits de robotique plus classiques, avec de l'électronique, avec des composants à souder, avec voilà, des capteurs plus standards. Euh, Entre la conception et la programmation, il y avait justement ce fameux frein, ce mur physique qui était bah, justement de monter, de souder, de concevoir. Et au final, là, avec les Lego, la conception, elle est innée. Les enfants réfléchissent, ils ont quelque chose en tête, ils peuvent tout de suite le monter et le valider. Il n'y a pas de barrière à la technicité autour de la partie robot. Hmm. Voilà. Et vous envisagez de faire une version plus avancée justement par rapport à cet aspect soudure? S'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, investis dedans, peut-être pour plus vers des collégiens ou début de lycée, pour aller sur de la robotique plus avancée? Alors, à l'association, on a on a pas mal de ressources justement avec des différentes typologies de robots pour différents âges. Alors après, il faut savoir que là maintenant, on est en 2025, la robotique est moins un sujet complexe qu'il n'était il y a quelques années pour les jeunes. On est vraiment, voilà, la robotique là est abordable à partir de 3 ans. Dans le sens où la First Lego League, donc je disais, j'ai précisé que c'était l'édition Challenge, la rencontre de ce week-end. Mais c'est la dernière. Enfin, il y a trois ligues dans la First Lego League. Ok. Donc il y a la Ligue Challenge qui est de 9 à 16 ans. Ouais. Nous avons aussi la Ligue Explore qui est de 6 à 9 ans. Ok. Et la Ligue Junior Qui est de 2 à 3 ans. Non. 3 à 6 ans. Ah ouais, C'est 3 ça. à 6 ans. Donc ça commence en fait déjà Pour les parents. dans la First Lego League, ça commence déjà très très tôt. Et bah, justement, ça fait travailler tout ce qui est séquence logique, les couleurs, la numérologie. Enfin, on vient vraiment travailler sur l'esprit logique dès le plus jeune âge, justement pour avoir cette fameuse démarche de réflexion pour qu'ils soient armés pour le futur. Ok. Je me demande, vous êtes appuyé par l'État ou des aides parce qu'on est sur des nouvelles technologies, sur, Allez, on sur parle argent. l'éducation. Voilà, ça commence La bien. minute argent. Oui. J'avais commencé. Alors, on est très bien soutenu au final, enfin, on est bien soutenu par la collectivité locale, l'intercommunalité, la commune de Saint-Gervais. On est très bien accompagné à ce niveau-là. Dès qu'on commence à toucher la région, le département ou autre, là c'est le chaos, enfin c'est le flou total. Non, on a beaucoup de mal à Ouais, des financements, financer ces actions-là alors qu'elles sont nécessaires. Elles pallient aussi à un certain manque aux sciences numériques dans les collèges et l'école. Les écoles élémentaires, parce que par manque de moyens principalement. Hein. C'est pour ça qu'on cherche aussi des enseignants intéressés. C'est qu'on fournit des moyens pour avoir un projet scientifique durant l'année pour leurs élèves. On vient un peu c'est un projet exactement comme les projets culturels qu'il peut y avoir à l'école. Les projets théâtre,
des projets musicaux Mm. ou autres, bah là, nous, on propose une alternative de projet scientifique à ce niveau-là. On a la chance d'avoir une association donc, qui a c'est une sorte de licence hein, côté national, hein, donc la Force Legal League France, qui travaille sur des partenariats, surtout avec des grosses entreprises françaises et internationales, pour trouver des financements pour accompagner justement les localités à déployer ce projet et puis voilà, à faire monter nous, les jeunes, les faire concourir en local, les faire concourir au national et pour qu'ils puissent aller à l'international. Ah oui, Aussi. après. Il y a vraiment voilà, toute une. Ce n'est pas une internationale, ce sont des internationales. D'accord. Parce que grand l'international chelem. officiel, ça se passe à Houston, Ok. aux États-Unis. Mais après, c'est tous les pays peuvent se déclarer hôtes. Et par exemple, là, cette année, il y en a en Grèce, il y a en Angleterre, il y en a en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Asie, énormément. Enfin, c'est un programme qui marche extrêmement bien à l'international. Et les Français, nous, on est toujours les vilains petits canards, en fait. Au final, pourquoi? Parce que nous avons là, à date, environ 400 équipes d'inscrites pour le pays, pour nous, la France, qui est quand même très grande. Par comparaison, en Belgique, il y a plus de 600 équipes. Ah ouais. En Allemagne, il y en a plus d'un millier. Ah oui. Et on ne parle même pas des pays asiatiques où là, ça pullule. Donc, il y a Il y a un un défaut train de retard en France, quoi. c'est pas qu'il y a un train de retard, je pense qu'il y a un défaut de vision Ok. sur cet apprentissage-là. Euh, c'est des compétences qui sont importantes, non pas pour faire que de la science, justement. C'est des compétences que les jeunes doivent avoir pour justement aborder sereinement des sujets, quels qu'ils soient, et relever les défis de demain, au final. C'est toutes les problématiques qu'on peut avoir avec les changements climatiques, les sujets sociétaux ou autres. En fait, il faut des enfants qui a une façon de réfléchir et d'aborder les choses qui est d'une manière sereine pour essayer de régler les soucis. Ouais. Alors moi j'en ai deux là sur le chat. Ah, allez. Baka King et Stag qui nous ont fait sont là depuis le plusieurs début. choses pour les fonds et qui nous disent que apparemment tu pourrais demander, alors c'est à confirmer, les fonds FEDER, il faudrait que tu te rapproches du GAL. Il paraît que c'est complexe. Hein, justement, c'est là où le bas blesse dans notre association, c'est que voilà, on est tous passionnés, bénévoles. Hein, on a une sorte de noyau où on est une dizaine d'adultes par an qui accompagnons les démarches de l'association. Et c'est vrai que le côté administratif, montage de projets pour les subventions et autres, c'est quand même un métier à part entière au final. Et on est à la recherche de personnes qui pourraient nous accompagner autour de ça. Ouais. Et on Ok. nous a beaucoup poussé autour de la FEDER. Il faudrait peut-être qu'on tente le truc. Alors pour info, je crois qu'il y a des jeunes qui accompagnent sur les fonds européens sur le stream. Donc écoute, peut-être qu'ils pourraient se rapprocher de toi et essayer de voir ce qui est possible. Avec plaisir. Ildarium, le podcast, financeur aussi. Bientôt. C'est un peu déjà le cas. Et t'as une autre question? Alors la question de tout à l'heure que du coup tu n'as pas répondu, que je revienne parce que ça parle bien sur notre... ça Eh fait oui, plaisir pour un premier Chouette, quand même c'est chouette. stream. Merci. Donc les programmes des robots sont développés sur quelle plateforme et sous quelle forme? Alors, les robots donc, sont développés sur l'application Spike. Donc, en fait, parce que le kit s'appelle Lego Education Spike. Et donc, Lego fournit une application sur tablette, sur PC, Mac et en web pour développer donc, sur ces plateformes. On peut développer donc, avec du bloc de code, comme Scratch, pour ceux qui connaissent. Et sinon, on peut aussi développer sur ces robots en Python. L'application, elle est payante ou gratuite? C'est gratuit. C'est gratuit. Les kits donnent accès à l'application gratuitement. Ok. Bah, c'est génial, hein, ça donne envie d'y participer, d'essayer. Donc je rappelle les dates samedi 28 février et dimanche 1er mars pour ce First Lego League à Saint-André-de-Cubzac. Alors moi je dirais attention parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trop dit, c'est que Vas-y. pour le samedi, ça ne commence qu'à 13h, je crois. Alors oui, c'est ça.
On accueille les équipes à partir de 13h pour un démarrage du concours à partir de 14h. C'est Mm. ça, et puis l'ouverture au public à partir de 13-14h. Ça va, tu te sens comment là, à quelques jours du début? Ah bah c'est éreintant au final parce que c'est pas mal de semaines marathon justement. Ouais. Mais ça va être une belle journée pour les enfants. J'espère qu'ils vont bien s'amuser, bien montrer le fruit de leurs travaux, surtout, sachant que c'est un peu comme les fêtes de la science à l'américaine. Chaque équipe aura son stand, pourra montrer leurs travaux, leur exposé, leurs robots, et venir échanger avec le public et autres. Donc l'objectif, nous, c'est que les enfants repartent contents, satisfaits et motivés pour continuer à travailler autour de ça. Super. Voilà. Moi, j'ai une dernière petite question. Stag qui dit sur cette période de First Lego League, comment cela se passe pour les équipes qui viennent de plus loin, accueil, logis, repas? C'est une bonne question. Ça demande pas mal d'engagement en fait et d'énergie pour les équipes, hein, la participation à ce concours. Là, par exemple, on a les équipes de Toulouse qui vont venir chez nous. Souvent, c'est les parents, les coachs qui accompagnent les enfants. Il faut voir ça vraiment comme un club de sport, un club de foot. C'est à la démarche aussi des parents et du club d'accompagner les enfants sur leur lieu de match. Donc toute la logistique, en tout cas, est gérée par les familles, principalement. D'accord. Alors, on Il y essaie a une d'accompagner. solidarité, quoi. Oui. Après, c'est les parents qui appuient cette démarche-là. Ouais. C'est accompagné. Nous, après, on essaye de proposer et d'accompagner la recherche de logements, par exemple, sur place ou autre. Mais déjà, si on arrive à les accueillir correctement et que le concours se passe dans les bonnes conditions, c'est déjà bien rempli. Notre rôle est bien rempli. Super. Bah écoute, c'est donc ça commence samedi à partir de 13h. C'est ça. Et génial. Cool. Entrée gratuite. Libre et gratuite, bien entendu. Alors, Tu seras toi, Jérôme? C'est en face du Manga Café. Bah oui, t'as juste à traverser Voilà. la rue alors. Voilà, le samedi, si vous ne savez pas quoi faire, vous avez le marché de Saint-André, un petit repas au Kitsune et vous venez à la First Lego League juste en face. c'est ça. Et j'ai hésité à te demander à être bénévole. Moi, bénévole. Arbitrer des robots, c'est quoi? C'est marrant quand même. Ouais. Non. Je connais rien, moi, en robot. L'année prochaine, est-ce qu'il y aura des combats de robots? Alors, ouais. Ah oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vient en demande de la part des enfants, des collégiens? ça vient de la part des adultes. On était sûrs. Euh, C'est le il y a- premier truc auquel je pense, moi. Il y a une demande assez forte sur une ligue adulte à ce niveau-là. Parce qu'en fait, je pense surtout que les adultes là, qui ont des enfants, la génération d'adultes qui ont des enfants actuellement, c'est le genre de ressources qui devait manquer Ouais. à notre époque, au final, Ouais, c'est vrai. plus jeune. Donc, c'est vrai que c'est souvent les papas qui se prennent, qui sont enjoués par ce genre de ressources. Donc, c'est assez intéressant. Mais le format de la First Lego League, là, tel qu'on le connaît actuellement, va évoluer, justement. Ok. Parce que comme je le disais, la robotique n'est plus aussi complexe qu'il ne l'était il y a 10, 20, 30 ans. Maintenant, c'est extrêmement abordable auprès des plus jeunes. Et les enjeux maintenant sont différents autour de l'apprentissage des sciences numériques. Donc c'est pour ça que Lego va arrêter l'équipe de robotique Ok. et va sortir en fait, mais là vraiment sur une tranche d'âge qui est de 3 à 13 ans, si je dis pas de bêtises, de 3 à 13 ans, des kits de sciences numériques, donc computer science et intelligence artificielle. Donc vraiment pour aborder, en fait, pour comprendre. Parce que le but, vraiment, c'est que les jeunes comprennent comment ça marche derrière. C'est comment ça a été réfléchi, mis en œuvre, et qu'ils aient la capacité de manipuler tout ça Oui. en comprenant le fonctionnement derrière. Et ces kits-là vont permettre d'aborder justement des sujets autour de l'intelligence artificielle, comment marchent les réseaux neuronaux, la computer vision, et tous ces sujets d'actualité au final. Thomas, Mais non, Réaction mais on tu peux s'approprie. nous montrer en même temps ce magnifique petit robot? Oui, il est très, très mignon. Tu peux le prendre?
Non, j'ose Non, pas le bah, toucher. tu peux me le donner, alors non, je- mais je vais le montrer, moi. je suis pas sûr qu'il ait envie que je le donne, que je le manipule. Tu penses je n'ai pas son consentement? Et c'est possible. Non, je voulais juste quoi. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est très positif de s'approprier des technologies qui nous restent totalement étrangères, quoi. Elles ont une place primordiale dans nos vies et on ne les connaît pas, quoi. Voilà. Bah, c'est ça, la majorité des personnes ne savent pas comment ça fonctionne. Ouais. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on utilise des ressources extrêmement performantes qui ont des usages, qui peuvent avoir des usages en fait bénéfiques Oui. pour tous. Et actuellement, on a déjà juste nos téléphones en premier lieu. Ce sont des machines qui sont surpuissantes. Mm. Voilà, les fusées qui sont allées dans l'espace ont tourné avec beaucoup moins que ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on scrolle sur TikTok, on regarde des vidéos un peu nulles et il n'y a que la communication, en tout cas, qui a un intérêt premier auprès de tous. On Mais regarde des ensuite- shorts faits par IA. Ensuite, voilà, maintenant, c'est ça, on exploite des ressources qui pourraient être utilisées pour autre chose à mauvais escient, principalement. Eh bien, passionnant. Sujet passionnant, donc samedi 28 février, dimanche 1er mars à Saint-André-de-Cubzac pour retrouver ce type de petit robot qui fonctionne très bien. Je vais utiliser une dernière fonction. J'adore. En fait, il y a plein de petits. Là, tu as 2 flèches et en fonction, tu choisis. Ça, 2 par exemple, j'ai pas fait. Donc, on va voir ce que ça donne. Si Ben à la régie peut nous montrer un petit plan grand angle de la table, voilà, parfait. t'invite. Je t'invite à c'est le- je t'invite à le l'autodestruction. tourner. Ah, je Oui, vais. mais c'est Bernard. C'est l'auto- Je vais le tourner. Et à mon avis, on est sur du créneau là. Et voilà, il est parti. Ah, trop bien. Merci beaucoup, Jocelyn. Est-ce qu'on a des petites Merci à vous. questions, des commentaires sur le chat, Ludo? Alors oui, il y en a un qui demande si le robot s'appelle Nono, là, qui vient de circuler. Parce que voilà, Oh. comme Nono le petit robot. C'est resté ça. Hein. C'est Voilà, fou, hein. ça c'est les jeunes. Ben, moi je vous invite à venir ce week-end découvrir First Lego League et voir les noms qu'ont donné à chaque équipe à leur robot. Je l'avais, Nono le robot. Donc, Ah. Il y a ton fiston. Voilà. Jocelyn. Merci à tout le monde. Ravi de cette première émission, ben, hein, c'est ça. Ludo. Et puis, on fera la prochaine puisqu'on va faire ça de façon récurrente tous les derniers mercredis du mois. Donc, la prochaine émission sera le 25 mars à 20h. Ok, et ben voilà. À bientôt, à la prochaine. Restez connectés. Guildarium, ça revient le 25 mars. See you soon.